Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais premièrement que si vous m'entendiez, me voyez, vous me répondiez dans le chat que tout va bien, que mon son est bon, que on voit mon visage. On va commencer par ça pour être sûr que les connexions sont bonnes. Super. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire sur les 7 raisons qui font qu'un chien n'écoute pas. On est super, super excités de vous recevoir ce soir. On est content de vous voir en grand nombre. J'imagine qu'il y en a d'autres qui vont se connecter aussi au fil des minutes qui vont passer. Ce soir, on va regarder tout ensemble avec Joannie Dion les 7 raisons qui peuvent faire qu'un chien n'écoute pas. Mais pour commencer, moi, je vais faire la présentation de Joannie. Joannie, c'est une personne qui est, dans le fond, spécialiste en comportement canin depuis 15 ans, qui est la fondatrice de Division Canine, qui est une compagnie d'entraînement canin. On est plusieurs, une équipe de femmes, dans le fond, à être des spécialistes en comportement canin. Notre mission, en fait, là, c'est vraiment d'aider les chiens et les humains à avoir une relation qui est plus harmonieuse, équilibrée. C'est vraiment ça notre objectif. Puis ce soir aussi, c'est pour vous aider, en fait, qu'on fait ce webinaire-là. Donc, quelques petites règles pour la soirée pour s'assurer que tout le monde, on s'en va dans le même sens. Les caméras, les micros sont toujours fermés, donc c'est un webinaire, donc on va vraiment passer par le chat. Il va être ouvert en tout temps. Moi, mon travail, ça va être de vous répondre si vous avez des questions dans le chat pour des problèmes techniques ou quoi que ce soit. Pour tout ce qui est questions sur le contenu, on va vous inviter à utiliser la fonction questions et réponses de Zoom qui se trouve dans votre barre latérale en bas de votre écran. Si jamais il y a quelque chose que vous n'êtes pas capable de l'utiliser, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je vais noter les questions là, au fil du temps. Il n'y aura pas de problème. Puis, ayez du plaisir, participez. On s'attend vraiment à avoir une salle qui est participatrice. On aime ça recevoir vos questions. On aime interagir. Donc, n'hésitez pas à venir poser vos questions puis nous mentionner ce que vous vous demandez dans le chat. Je vais passer la parole à Joanie, puis on va pouvoir commencer avec le contenu. Oui, salut! Bon mardi soir à tout le monde. On est vraiment content de pouvoir offrir un webinaire, d'offrir quelque chose de nouveau avec Division Canine. Ici, on n'est pas familier avec ce côté-là ou cet aspect-là, en fait, là, au niveau de la technologie, mais on espère que ça va être un de plusieurs. On a eu l'idée, Sarah Maud et moi, de vous offrir un webinaire totalement gratuit sur des sujets. Puis le sujet, moi, qui m'a interpellé le plus, c'était exactement ça, les 7 raisons pourquoi qu'un chien écoute pas. Avant de commencer, je vais commencer avec 2 questions dans le chat que vous allez pouvoir répondre. D'ailleurs, travaillez-vous déjà en comportement canin? Oui, non ou en réflexion? Vous pouvez l'écrire. Et votre plus gros défi actuellement, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est de la distraction, de l'incohérence, peut-être le timing, de la réactivité, de l'anxiété? Vous pouvez prendre en note tout ça dans le chat. On va pouvoir prendre tout ça en note. Donc, euh, En fait, j'ai défini 7 raisons à laquelle on peut voir, on peut raisonner en fait au niveau du chien, qui fait en sorte qu'un chien ne répond pas à de l'obéissance. Quand on parle d'obéissance, juste avant de tomber plus dans les formalités, l'obéissance, c'est vraiment au niveau du rappel de la marche au pied. Ça peut être un coucher-reste, ça peut être un assis-reste. Donc, ce qu'on veut en fait, c'est vraiment au moment où est-ce qu'on demande une commande à notre chien, on veut s'assurer qu'il y a une réponse de l'autre côté, de la part du chien. Donc, la première raison, en fait, qui fait en sorte qu'un chien ne répond pas à l'obéissance, c'est une communication qui est défaillante. C'est sûr que la communication chez les chiens, ça englobe plusieurs choses. On parle souvent du non-verbal, du paraverbal aussi, qui est très peu connu dans le domaine canin, et évidemment du verbal. Donc, euh, les signaux flous ou contradictoires qui créent de la confusion chez le chien. C'est souvent ça, en fait, qui va faire en sorte que le chien a peut-être pas compris la commande. Peut-être qu'on parle constamment. Peut-être on a des grands discours. Peut-être que le chien fait pas la différence entre quand on parle et quand on ne parle pas. Peut-être que le chien aussi sait pas si c'est à lui qu'on parle lorsqu'on a une communication avec lui, ce qui fait en sorte que le chien ne répond pas. Donc, faire attention d'aligner le message, que le mot, le ton et le corps est ensemble. Donc, c'est vraiment le paraverbal ici. L'exemple que je donne tout le temps qui fait bien rire les gens, c'est quand on dit à notre chien non, puis qu'on fait juste non, non, non. C'est pas vraiment clair pour le chien, en fait, parce que l'intention ne va pas avec. L'autre chose également, c'est que des fois, on a tendance à parler au chien, mais que notre corps est complètement dans l'autre position. On n'est pas nécessairement en direction du chien. Ça aussi, ça peut faire en sorte. Et ici, on aurait une problématique. Avancer graduellement aussi pour consolider chaque étape avant la suivante, c'est vraiment important. Puis pratiquer la patience, garder le lien et faciliter l'apprentissage. En communication, en fait,
non seulement il y a le ton, mais il y a l'humain derrière aussi. L'humain qui a une journée dans le corps, qui travaille, qui fait en sorte que peut-être qu'on a un peu moins de patience quand on arrive à la maison. Donc, le chien devrait répondre tout de suite maintenant et pas nécessairement se donner le temps pour répondre à une chose. Une chose qu'on voit aussi en communication, qu'on parle très peu, mais je pense que j'ai envie de le mentionner, c'est souvent, on a un chien qui peut être un peu au ralenti. Je pense aux gens qui ont un danois, un certain bouvier bernois, des chiens qui sont plus lents un petit peu. Puis notre standard, c'est de s'attendre à ce qu'ils répondent super rapidement. Donc, des fois, ça, en fait, ce que ça peut faire, c'est qu'on n'a pas attendu juste assez longtemps pour que le chien puisse offrir le commandement. Puis à ce moment-là, tout de suite, soit on va aller corriger ou soit on va répéter, on va mettre de la pression sur le chien. Parce que sachez une chose, il y a un truc qu'on dit très peu en entraînement, c'est qu'on peut mettre de la pression en répétant la commande. Vous avez sûrement déjà entendu votre entraîneur vous dire répète pas la commande, le chien ne répondra pas. Il y a plusieurs raisons pourquoi on ne répète pas la commande, mais la première chose pourquoi moi je le demande, c'est parce qu'on monte le ton. Souvent, on va dire assis, 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 et on va finir par monter le ton avec le chien, ce qui fait en sorte qu'on met une pression verbale sur le chien. Puis l'autre raison, bien évidemment, c'est qu'on peut répéter s'il n'y a pas de conséquences à l'action. Mais à ce moment-là, ça peut faire en sorte que le chien ne voudra plus écouter au niveau de l'obéissance et même de la réactivité et toutes ces réponses. Deuxième, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Puis Sarah va me transmettre là, les informations au fur et à mesure. Donc, un système d'entraînement incompatible. Et là, ici, on ne va pas aller pointer du doigt des méthodes ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste, il y a certains chiens, selon ce que moi j'ai appris avec les pensions éducatives depuis les dernières années, c'est qu'il y a certains chiens qui ne comprennent pas tous les systèmes d'entraînement qu'on va faire. Donc, moi, la façon que je divise justement mes entraînements, c'est que si, par exemple, j'y vais vers un système avec la gâterie, la friandise, je veux que le chien suive cette nourriture-là, je veux que le chien s'assoie et on récompense. Il y a certains chiens qui vont tellement être motivés par la récompense qu'ils vont en perdre complètement ce qu'ils sont en train de faire. Donc, des fois, le système n'est pas adapté à un type de chien. Je pense à un chien de chasse, certains labradors, que la nourriture a tellement une très grande valeur que le chien perd complètement la carte. Donc, peut-être qu'on va avoir des étapes à faire avant même de commencer à travailler avec la nourriture, mais des fois, c'est tout simplement pas le système qui serait le plus adapté ou le plus rapide pour travailler l'obéissance pour que le chien comprenne qu'est-ce qui est demandé à ce moment-là. Donc, c'est sûr qu'il y a certains chiens qui n'ont pas les mêmes capacités à gérer ou à résoudre les conflits. Nous, quand on parle de conflit, souvent chez l'humain, c'est perçu vraiment plus comme une bataille avec des gants de boxe. Nous, un conflit, ça peut être mental. Le conflit peut être, par exemple, en deux renforçateurs, c'est-à-dire j'ai envie d'aller voir la personne, mais en même temps, je dois rester avec mon manière. Ça pourrait être, j'ai le choix d'une friandise ou le choix d'un jouet. Pour moi, c'est un conflit. Donc, ici, ce que ça dit, en fait, c'est que dans certains cas, effectivement, il y a des chiens qui vont avoir plus de difficultés à résoudre la situation, le conflit par rapport à la nourriture. Je vais donner un exemple plus typique pour que vous ayez un visuel. J'ai la friandise dans ma main à gauche, mais je veux que mon chien touche à ma main à droite. Donc, ce que je demande à mon chien, en fait, c'est de s'éloigner de la récompense pour aller toucher à ma main. Ça ici, c'est un conflit. Pour le chien, ce n'est pas inné de, instinctivement, d'aller toucher à d'autres choses. Donc, le chien doit résoudre cette problématique-là en touchant à ma main à ce moment-là, puis obtenir la récompense. C'est tellement un exercice qui est très banal chez les chiens, mais qu'il y a certains chiens qui vont avoir beaucoup de difficultés à juste gérer le fait d'aller à distance. Donc, ça en fait partie. Ensuite, le manque de motivation qui peut bloquer l'apprentissage, évidemment. Les chiens qui n'ont aucune motivation, soit par le jeu ou soit par la nourriture. En entraînement, on peut faire un entraînement sans motivation. Par contre, c'est sûr qu'on n'aura pas le même résultat qu'avec un chien qui est entraîné avec la motivation. Par rapport à la drive, par rapport à l'émotion, par rapport vraiment au chien qui veut, qui a le désir de fonctionner, on va avoir un chien qui est plus slow habituellement par rapport à tout ça. Donc, un déséquilibre entre l'énergie dépensée et la récompense obtenue nuit aussi à la progression. Souvent, on va avoir tendance à vouloir augmenter la ressource même, donc la nourriture, soit par changement de nourriture, amener du pois séché, tomber avec des gâteries plus humides ou whatever, le choix du champ, ce qui va faire en sorte que des fois, on va augmenter la valeur, ce qui va nous aider. Par contre, si le chien, on demande beaucoup d'efforts, encore le même exemple, j'ai ma gâterie dans ma main à gauche, je demande à mon chien d'aller à mon autre main, mais à ce moment-là, si ma gâterie n'a pas suffisamment de valeur, ça se peut très bien que mon chien décide de se décourager parce que l'effort de faire cet exercice-là est trop grand. Et là, évidemment, ça nous ramène à l'individu, hein. Donc, chaque individu a ses propres motivations, chaque individu a
propre façon de perception de voir les choses dans certaines mesures, ce qui fait en sorte que des fois, ça peut être difficile de travailler avec un chien. Donc, une question qu'on pourrait se poser ici pour le système d'entraînement, euh, ça serait vraiment de se demander, est-ce que mon chien aime manger ou peut manger? Est-ce que mon chien a de la nourriture à volonté, par exemple, à la maison? Est-ce qu'il a accès à une ressource? Et est-ce que la valeur de la nourriture est suffisamment haute pour être en mesure de faire des choses difficiles pour obtenir la nourriture? C'est la même chose pour le jouet, la même chose pour la motivation en tant que telle. Et à ce moment-là, ce que ça va nous donner comme, je dirais comme réflexion à faire pour notre chien, surtout comme information, c'était le mot que je cherchais, c'est que ça va me dire, est-ce que je peux faire un exercice qui est moyennement difficile ou est-ce qu'il faut vraiment que je décortique chaque étape? Donc, plus le chien a de la difficulté avec sa motivation, plus on doit briser ces étapes-là pour qu'il soit de plus en plus facile. Donc, à ce moment-là, vous comprenez que je pourrais ramener mes mains plus proches. C'est un exemple qui est vraiment facile à montrer en vidéo, euh, mais dans la réalité, je le sais que pour la majorité des gens, vous n'allez pas nécessairement montrer cet exercice. Mais c'est un bel exercice de conflit. La muselière, par exemple, ça peut en être un, ou simplement aller au place, au tapis. C'est le même genre d'exercice, c'est-à-dire que tu dois t'éloigner pour recevoir la récompense. Donc, tu dois t'éloigner pour recevoir la récompense, ce qui fait en sorte que des fois, le chien dit non, 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 j'aime mieux m'asseoir proche de toi parce que je suis à proximité de la récompense. Donc, des fois, ça peut en faire partie là, à ce niveau-là, au niveau du système. Ensuite, troisième, un Joanie, environnement. on va avoir deux petites questions dans le chat Ah oui, qu'on peut répondre par vas-y, rapport avec la matière que tu m'as donnée. On a Estelle écoute. qui nous demande comment on peut se corriger au niveau de la répétition. Donc, ça a plus rapport avec le premier point. Donc, comment on corrige ça? Oui, donc la répétition, habituellement, ça vient avec des fois, c'est une habitude, là, les gens qui travaillent avec des enfants ou des gens qui, ou comme moi, là, qui ont l'habitude de répéter, c'est comme un réflexe, de répéter avec le client, pas nécessairement avec le chien. La première chose que je dirais, ça serait silence. Silence radio peut-être au départ, quand on fait l'entraînement des chiens pour aller créer une communication en laisse, créer peut-être des aides qui vont nous aider plus tard. Ça peut vraiment être une grande aide. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est euh, donner notre ton le plus ferme possible. Donc, ferme, ce n'est pas crier. Des fois, la mesure est pas évidente à trouver, mais juste de donner un ton neutre et par la suite, juste ne plus parler. Donc, de ne pas avoir le réflexe de répéter, juste d'y penser. Mais souvent, ça va vraiment être de travailler avec la laisse. Plus on a une communication claire en laisse, plus on est en mesure de pouvoir offrir une communication soit avec la laisse ou avec le verbal, qui va faire en sorte qu'on a moins tendance à répéter. Ce que j'ai à mes clients souvent, puis c'est vraiment quelque chose que j'ai répété souvent, c'est endosse qu'est-ce que tu demandes. Fait que si par exemple tu demandes un assis puis que ton chien te regarde avec ses yeux de chevreuil puis il t'a clairement entendu puis tu le vois qui est juste comme ça me tente pas, ben à ce moment-là, on peut l'aider, le guider avec la laisse. Mais avant de guider avec la laisse, il faut que cette communication-là soit claire. Sinon, le chien va rentrer en conflit avec la communication en laisse puis à ce moment-là, on n'est plus dans la même bataille qu'au départ. Donc, tout le long qu'on travaille vraiment avec la communication à l'aise, travailler à gérer de l'inconfort, on y va plutôt en silence. Quand on est rendu à vraiment introduire les commandes, ça l'aide. Autre chose ici que moi je fais, je vous partage un petit truc qui n'était pas prévu, mais bon, ça fait partie du plus. Personnellement, j'enseigne beaucoup les choses avant de parler. Donc, si par exemple, mon chien, je veux faire du assis, du couche, peu importe le système que je vais décider, si je vais dans un système de l'heure ou dans un système de laisse, je vais pas parler au départ. Juste le temps que le chien figure le conflit. La raison est simple, c'est que quand le chien, souvent, il est concentré à écouter ma voix, il l'entend même pas parce qu'il est juste concentré à bouger. Fait que je vais vraiment aller construire ma mémoire musculaire en silence. Puis quand mon chien, je suis sûre qu'il me donne ma réponse que je vais avoir, à ce moment-là, je vais mettre ma commande. Donc, il y a moins de risque d'erreur, moins de risque de répéter, il y a plus de risque que le chien soit dans le succès à ce moment-là. Fait que ça, c'est peut-être un truc qu'on pourrait mettre en application ici. Ouais. Parfait. J'espère que ça répond à ta question, Estelle. Et la deuxième question qu'on avait, c'est Mélanie qui nous demande, pour un labrador, par contre, on peut remplacer la gâterie en entraînement. Oui. Donc, encore là, je parlais de certains labradors. Le pourquoi, en fait, c'est qu'il y a certains labradors qui ont un gène un peu style boulimique. Donc, la nourriture est beaucoup plus associée à l'anxiété que vraiment à la récompense. Donc, on n'est même plus dans un système de dopamine, on est vraiment dans l'anxiété. Donc, à ce moment-là, souvent, je vais aller développer le jeu si je suis capable pour avoir une dépense énergétique à quelque part, travailler des règles. Souvent, le labrador, c'est un chien qu'on doit quand même gérer ses impulsions, malgré que là, on parle du chien plus ligné de travail. Euh, Si on y va avec mettons là, on voudrait définir là, l'idéal. Si j'ai un labrador qui est plutôt patate, qui est plutôt soft, qui a tendance à avoir moins d'énergie pour travailler, on peut travailler avec la nourriture, y a pas de problème. Mais si j'ai un chien qui est vraiment haut en énergie, que le chien, je peux utiliser le jeu, puis à ce moment-là, je peux aller travailler sans la nourriture, je vais vraiment y aller sans la nourriture. Fait que travailler le out le prend, travailler le développement du jeu, puis travailler avec
tout le travail en laisse qui serait à faire à ce moment-là pour que le chien communique bien. Mais encore là, moi, je travaille toujours le plus possible à avoir la motivation des deux côtés. Donc, je veux pas seulement avoir le jeu, je veux avoir le jeu et ma communication à l'aise. Comme ça, je suis jamais prise si jamais le chien prend pas une bonne décision. Je suis capable de communiquer qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est moins bien et qu'est-ce qui est moins bon au travers des exercices. Ouais. J'espère que Super. ça répond à la question. Oui, je vais dire la même chose. J'espère que ça répond à ta question, Mélanie. On peut continuer? Donc, un environnement non neutre. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde où la réactivité, c'est un fléau. On en voit vraiment, vraiment beaucoup. Beaucoup de chiens, en fait, ont été très peu exposés. Puis là, je m'explique quand je dis très peu exposés, c'est que euh, lorsqu'on a un chiot, souvent, on va l'exposer à la maison, aux enfants à la maison. On peut l'apporter parfois à l'école. Mais pour moi, ce n'est pas beaucoup d'exposition. C'est là où est-ce que je vois la différence entre nous, les entraîneurs, où est-ce qu'on traîne nos chiens partout, qu'ils font partie quasiment intégrante de notre routine. Ils voient des chiens, ils voient... Souvent, ça fait en sorte que le chien est beaucoup plus stable. Donc, avoir un environnement neutre est sûrement la raison la plus flagrante du pourquoi que le chien écoute pas, c'est qu'il est tout simplement pas stable émotionnellement dans l'environnement. Donc, on demande un assis, mais il a plutôt envie de bouger, il a envie de regarder, il a envie de faire bien d'autres choses autres que de faire de l'obéissance. Il est complètement déconcentré. Le niveau de stress peut être super haut aussi. Fait que des fois, ça en fait partie. Donc, travailler l'environnement neutre avant d'aller travailler l'obéissance, super, super important. Donc, tu sais, proposer des expositions graduelles, contrôler aussi les stimuli, donc augmenter le niveau d'intensité le plus grand, du plus petit au plus grand, renforcer les expériences positives pour bâtir sa confiance. Je vais mettre un bémol là-dessus parce que c'est important de bien comprendre c'est quoi une exposition adéquate. Puis pour ceux qui ont déjà un chien puis qui penseraient pour X raison d'en avoir un deuxième quand ça va bien, c'est toujours ce qui se passe. Et donc, pour faire une bonne exposition avec un chiot, c'est vraiment important que l'exposition soit positive. Donc, ça veut dire que le chien doit terminer son expérience dans cet environnement-là ou face à ce stimuli-là ou à ce truc-là, de façon à ce que ce soit neutre ou soit que ce soit agréable. Idéalement, c'est neutre parce qu'on veut pas que le chien veuille aller voir le truc parce que c'est motivant ou quoi que ce soit. On veut juste que ce soit neutre. Je le vois, il n'y a rien à faire avec moi, il n'est pas un danger pour ma sécurité, puis ça va. Donc, quand on travaille avec un chat, je pense que c'est la chose qu'on devrait répéter, puis même si on le répète, je pense que c'est juste difficile pour les gens de concevoir comment le faire. Ça demande beaucoup de temps quand on a un chiot de bien l'exposer et de faire voir un maximum de choses. Puis ici au Québec, les chiens sont pas acceptés partout, fait que c'est sûr que c'est un peu plus difficile de l'exposer. Malgré tout, vous êtes en mesure de pouvoir le faire, c'est peut-être moins le fun. Vous pouvez aller très bien dans des stationnements, des endroits où est-ce qu'il y a des gens. Vous pouvez très bien travailler près des parcs canins, s'embarquer dans le parc canin. Vous pouvez très bien aller dans les animaleries. Tu sais, il y a des endroits comme ça qu'on peut accepter les animaux. Puis ce qu'on veut, c'est travailler la neutralité. C'est-à-dire que mon chien, je veux pas qu'il perde complètement la tête. Je veux vraiment qu'il soit capable de se calmer dans un environnement où est-ce qu'il y a beaucoup de stimulation, puis apprendre à focuser puis à travailler le minding puis le mindset à être calme. Ça devient difficile au début parce que le chien est partout en même temps, puis tranquillement, c'est à force d'y aller qu'il finit par être de mieux en mieux. L'autre chose aussi, c'est que souvent, on n'expose pas assez longtemps. On est vraiment toujours à course. On court à gauche et à droite. Fait que ça fait en sorte qu'on n'a pas le temps de bien faire notre exposition. Fait qu'on va là juste suffisamment assez longtemps pour que le chien, finalement, il fasse comme, ah, c'est pas tant agréable comme environnement, puis j'ai plus le goût d'y aller. Mais je finis par y retourner, y retourner, y retourner. Ou bien, un exemple typique de chiens qui sont réactifs, si vous avez des chiens réactifs, vous pouvez le noter. Un point qui est vraiment typique, c'est que j'apporte mon chien dans un environnement, j'ai une personne qui s'en vient, et là, la personne fonce sur mon chien pour X raison que ce soit parce qu'il est super cute, et là, la personne fait peur à mon chien dans son dedans à lui, là. On n'a pas tout vu les signes. Et là, le chien, finalement, en grandissant, il finit par devenir réactif pour obtenir son espace. Donc, c'est vraiment une situation qui est typique. Souvent, on s'en va après cette situation-là parce qu'on a passé notre journée, qu'on est tanné. Peut-être que l'expérience pour nous-mêmes, quand la personne est venue nous voir, nous, on n'est pas tant sociable, puis on fait comme, ah, c'était pas tant agréable pour nous autres non plus. Puis nous, on a la possibilité de s'en aller. Fait que c'est le genre de situation qui arrive beaucoup avec les chiots que si on est en mesure de pouvoir réexposer, donc refaire une exposition, donc là, on est beaucoup plus en mode désensibilisation. On va aller changer une émotion qui est déjà présente dans le chien. Donc, c'est beaucoup plus long que quand on est dans du green, là, qu'on appelle, c'est-à-dire que le chien a aucune expérience, aucune historique.
Donc, quand on arrive avec un chien qui a un peu plus d'historique, il faut aller changer cette mentalité-là et ça demande plus de temps. Donc, on doit réexposer le chien à la base et on doit aller changer cette émotion-là pour qu'elle soit positive, c'est-à-dire qu'on doit remettre le temps, prendre vraiment prendre le temps de bien canaliser, donc soit travailler avec un SICAM, soit le fait de travailler de l'engagement, rendre l'expérience de façon positive. Souvent, on va aller dans des environnements comme ça, le chien va être stressé, nous, on est stressé, c'est le chaos, on corrige, puis là, bref, on perd le contrôle de tout ça. Fait que l'expérience se répète, mais de façon à ce qu'elle soit négative. Faites juste penser aux gens que le chien est réactif, puis et souvent, vous allez marcher le soir, puis que le chien fait juste toujours être réactif. Puis ça l'empire avec le temps. C'est une belle façon de voir est-ce que mon chien est en train de construire un historique positif ou un historique négatif de la situation. Donc, c'est le genre de truc que des fois on peut travailler. Souvent, aller travailler dans la rue, travailler vraiment exposer votre chien plutôt que d'être en mode je m'en vais marcher parce qu'il faut qu'on marche notre chien parce qu'on a un chien. C'est vraiment plus de l'exposer à ce moment-là. Fait que, vous voyez que c'est un sujet qui me passionne. L'exposition des chiens à l'environnement, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en pensée éducative, quelque chose qu'en tant qu'entraîneur, on doit, je crois, maîtriser. Puis je crois qu'on doit le mettre vraiment de l'avant lorsqu'on travaille avec les chiens. Puis c'est beaucoup moins flagrant, c'est beaucoup moins cute aussi, parce on fait pas faire des tricks à notre chien, on le fait pas tourner, spinner, tout ça. On le rend solide dans sa tête, dans un environnement où est-ce que peut-être avant il y aurait pas. On s'entend que c'est la base, mais en même temps, c'est moins cute comme base, c'est moins flagrant. Fait que trois, environnement non neutre. Donc, la première chose qu'on a vraiment, juste pour qu'on tienne le fil, la première chose, c'est vraiment au niveau de la communication qui est difficile. Donc, que ce soit le non-verbal, le paraverbal ou le verbal. Ensuite, on va y aller avec, question que j'oublie pas, euh, avec un système d'entraînement qui est incompatible. Le chien a de la difficulté à résoudre le conflit, peut-être qu'il aurait besoin d'aide, peut-être qu'on pourrait lui donner un coup de main dans certaines phases. Il existe, je dirais, trois systèmes, grosso modo, au niveau de l'entraînement pour ceux qui se posent la question. Alors, on a un système qui est basé plus dans le système du renforcement positif avec la punition négative, c'est-à-dire que j'offre une récompense au chien, puis lorsque le chien, à ce moment-là, donne pas la commande, je peux la retirer. C'est le genre de système qu'on fait beaucoup avec les chiots. On inclut là-dedans le leurre, travailler la mécanique. Donc, quand on parle de mécanique, c'est le corps du chien à s'asseoir. Parce que si vous le savez pas, s'asseoir, c'est comme un squat pour un chien. Donc, ça demande quand même un effort physique. Assis et couché avec le leurre, ce qui est sûrement 90% des gens qui sont ici ont travaillé comme ça. La gâterie au bout du nez, j'amène le chien en position. Ensuite, on enlève le leurre tranquillement, théoriquement quand on fait nos étapes comme il faut. Et sinon, on a le système plus dans le système d'évitement, qui est vraiment à l'opposé, qu'on appelle le fameux système traditionnel dans le temps. Encore une fois, il y a toujours des bonnes manières de le faire, puis des façons de le faire, puis en sautant des étapes. Mais mettons qu'on y va dans le sens où ce que les gens font bien les étapes. Donc, système d'évitement, à ce moment-là, on est plus dans la communication en laisse. On est plus vraiment, par exemple, je tire ma laisse vers le haut, mon chien s'assoit, je tire ma laisse vers le bas, le chien va se coucher. Le chien doit apprendre à répondre à une tension dans son collier, sans résistance, tout simplement en y allant avec de façon volontaire. Ensuite, on peut faire la marche au pied, changement de direction, des choses comme ça. Et on a le système qui mixe tout ça, qui est le système que nous, on travaille. C'est-à-dire qu'on travaille avec de la mémoire musculaire, avec du renforcement positif, avec des tensions dans la laisse pour faire une communication en laisse. Ce qui fait en sorte que lorsque mon chien est en laisse, il sait à quoi ça sert. Il n'y a pas juste une laisse tout bonnement comme ça qui apparaît pour le restreindre dans sa vie. Il sait qu'il y a une communication qui se fait au travers de ça. Et de l'autre côté, il y a tout l'aspect là, conditionnement, renforcer le chien dans sa commande et tout ça. Et ensuite, le troisième, c'est l'environnement qui est non neutre, donc qui est vraiment important aussi à mentionner. Ensuite, On va avoir le d'autres manque de... questions Oui, aussi pour ce je t'écoute. niveau. Donc, Oui, avec Audrey qui nous demande comment bien choisir les environnements en fonction de notre chien. c'est tellement une bonne question, Audrey. Je dirais que la première chose à faire, c'est que tout dépendamment dans quelle intensité le chien est. Donc, souvent, moi, je vais dire que le système est un peu comme le baromètre. Là. Il va me dire exactement qu'est-ce qu'il doit ou ne pas faire. On veut pas avoir un chien qui est partout, parce qu'un chien qui est en stress peut en bouger, le fameux zoomies qu'on voit là. Donc, on veut pas un chien qui est dans cet état-là. On veut pas un chien qui est pas capable de se gérer. Le sweet spot que nous, on appelle, c'est vraiment un chien qui regarde au travers, qui finit par se calmer de lui-même. Donc, il est capable de se faire de lui-même une bonne idée, en fait, de l'environnement. Les bons environnements, je dirais commencer toujours
de façon plus facile. Donc, commencez avec des stationnements beaucoup plus loin. Quand vous voyez que le chien, il regarde même pas les gens, il porte même pas attention, vous allez pouvoir vous rapprocher tranquillement. Donc, les stationnements qui sont perdus, que les gens vont pas vraiment, tranquillement rapprochez-vous des situations qui sont plus problématiques et tranquillement, allez-y au fur et à mesure. Il y a un truc aussi là-dedans qui est vraiment important, puis la question est vraiment bonne. C'est que on doit apprendre à faire confiance à notre chien et non pas donner notre confiance gratuitement. Puis ça, c'est quelque chose qui en entraînement, peut-être que ça serait valable de le mettre en quote ou de vous le coller sur le frigidaire. La confiance, ça se gagne avec l'entraînement et la pratique. Donc, à toutes les fois que mon chien, je le mets dans une situation qui est problématique, plus difficile et que mon chien en sort gagnant, moi aussi, je gagne la confiance en mon chien. Donc, il me démontre qu'il est en mesure de pouvoir gérer la situation. Il est en mesure de pouvoir répondre à la commande malgré tout. Fait que moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je veux bâtir la confiance envers le chien. Je la donne pas gratuitement. Je veux vraiment que le chien démontre au fur et à mesure de son expérience qu'il est capable de gérer les situations. Par contre, je veux m'assurer d'être juste avec mon chien et de monter les expériences et le niveau de difficulté au fur et à mesure et non pas tout d'un coup arriver tout bonnement, lui lancer ça dans une foule puis avoir un chien qui est en échec. Donc, sweet spot, le chien est pas dans l'excitation, jappement, réactivité partout. Il est souvent, on va aller toujours un peu plus facile, puis tranquillement, on va augmenter le niveau de difficulté. Super, merci. J'espère que ça répond à ta question, Audrey. On a aussi Mélanie qui nous demande, est-ce qu'on peut mettre un flat jaune pour notre chiot pour éviter que la situation de la personne qui vient voir notre chiot arrive? Donc, j'imagine qu'on parle des colliers ou des dossards qui écrit comme besoin d'espace dessus. Ouais, Est-ce que c'est une bonne solution pour éviter ces situations-là? je vais être bien honnête, là, tous les trucs jaunes, les trucs à mettre sur votre chien, c'est pas des choses qui fonctionnent. La seule chose qui fonctionne, c'est de vous placer vous entre vous et l'animal et la personne. Euh, Le pourquoi, en fait, c'est que les gens, on est dans une culture que les gens adorent les chiens. Ils les aiment tant qu'ils présentent pas les dents. Effectivement, quand c'est chaud, ils les aiment encore. Donc, je pense que c'est vraiment la communication, de se placer votre chien avec vous, puis vous placer entre votre chien et l'individu. Et c'est vraiment important de tout simplement communiquer. Que vous mettez des petits dossards, des trucs ne pas toucher en entraînement. Des fois, ça fait un effet visuel, mais honnêtement, moi, j'ai vu aucun succès avec ce genre de trucs-là. Même à la limite, j'ai des gens qui se sont approchés pour lire ce qui était écrit sur l'étiquette. Donc, à ce moment-là, ça sert vraiment à rien. Je pense que le fait d'être en entraînement, d'être concentré, de se faire une bulle avec son chien lorsqu'on fait de l'entraînement, je pense que c'est la meilleure méthode. Puis de créer un contact visuel avec les gens. C'est aussi un bon truc. Donc, je t'ai vu, je te regarde, puis quand je te vois t'approcher, tout de suite, je fais comme, excusez mon chien dans l'entraînement, tout de suite, je vais le dire, de façon polie, parce que le but, c'est pas de se mettre tout le monde à dos, on veut rester quand même dans la civilisation. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est des fois demander à la personne, hey, ça vous tente-tu d'embarquer dans l'entraînement? Mon chien est pas à l'aise avec les gens. Voulez-vous vous tenir à une distance d'à peu près 10 pieds? Et restez là. Mon chien doit rester concentré et focus. Des fois, les gens aiment ça participer aussi. Fait que des fois, ça peut être une façon de vous aider au lieu d'avoir des trucs de dossard et tout ça. Communiquer, je pense que c'est la clé, moi, en entraînement. À date, c'est vraiment le succès que j'ai eu le plus quand j'entraîne en public. Mm. Ça va? Est-ce qu'on a d'autres questions, Sarah Maud, ou ça va? On continue? Good. Donc, le chien qui a pas assez répété. La répétition, c'est vraiment important, mais il y a aussi plusieurs facteurs qui font en sorte que la répétition est importante. La première chose, c'est que tout début d'exercice est extrêmement difficile pour un chien parce qu'on doit gérer le conflit, parce que le chien, la mémoire musculaire n'est pas faite. Donc, au départ, s'il n'y a pas assez de répétition, c'est sûr que la valeur de la gâterie pourrait à ce moment-là diminuer parce que mon chien n'a pas assez de pratique. Donc, la pratique fait en sorte que mon chien va trouver l'exercice de plus en plus facile physiquement et mentalement. Ensuite, ce que ça va faire, c'est que ça va varier les contextes d'entraînement pour favoriser la généralisation. La généralisation, c'est l'effet de pouvoir faire une commande, mais de le faire dans plusieurs sphères. C'est aussi le fait de le faire dans plusieurs positions. Fait que si, par exemple, je demande à mon chien de se coucher pendant qu'il marche, ce n'est pas la même position que si j'ai fait mon fameux assis-couché. Ce n'est pas la même chose pour le chien. Le chien n'est peut-être pas capable de faire la mécanique non plus. Pensez à une façon de faire un squat, puis là, il faudrait que tu passes d'un squat à une fente. Puis si tu es quelqu'un qui a plus de difficulté à bouger, ça se pourrait que ça soit plus difficile de le faire. Ou peut-être vous allez vous demander sur la patte gauche ou la patte droite qu'on met en avant. C'est un peu le même principe. Même si c'est vraiment un exercice qui est super facile à faire, puis qu'on connaît, le fait de le faire en mouvement un après l'autre, des fois, ça peut devenir difficile. Le chien, c'est un peu la même chose au côté de la coordination, surtout si votre chien n'a pas beaucoup bougé ou qui n'est pas habitué de faire ces exercices.
Intégrer de courtes séances fréquentes plutôt que de longues sessions aussi, c'est vraiment important. Des fois, on dit 10 à 15 minutes, c'est en masse. Ce qu'on veut, c'est que le chien puisse, encore une fois, balancer sa balance de dépense d'énergie versus ce que ça rapporte. Moi, je pense que ça, c'est la chose, si vous avez quelque chose à retenir. C'est vraiment important. Donc, si votre chien trouve ça vraiment difficile, ben, faites de plus courtes périodes, plus souvent dans la journée. Si votre chien est capable d'en prendre, ben, vous pouvez augmenter. Comment savoir si un chien est fatigué? Encore un petit tip de plus. Les yeux commencent à être vitreux, la paupière commence à descendre un petit peu. Souvent, la langue va commencer à descendre, la bouche va s'ouvrir. La respiration pourrait accélérer aussi un petit affaire un peu plus saccadée, ce qui fait en sorte que le chien commence à être fatigué. Donc, on parle d'une fatigue mentale, c'est vraiment différent que d'une fatigue physique. Le chien recouvre vraiment rapidement, donc il récupère vraiment bien au niveau de la fatigue physique, mais la récupération au niveau de la fatigue mentale, c'est vraiment plus long. Donc, c'est pourquoi nous, on recommande quand vous faites beaucoup de pratiques dans une journée, gênez-vous pas à mettre le chien en cage pour qu'il puisse vraiment mettre son cerveau à off. Ça peut aussi accélérer vos exercices puis votre entraînement. Fait que des fois, c'est un petit truc qu'on on parle pas beaucoup, mais le repos, si votre chien n'a pas de cage à ce moment-là, pas de jugement, c'est correct, travaillez à ce que votre chien soit capable de rester couché. Fait que là, si vous n'avez pas de cage puis votre chien connaît pas le coucher relax à vos pieds, pas de communication en l'air, ça va être difficile pour votre chien de canaliser tout ça. Ce qui m'amène à ce moment-là à parler à la relation défaillante. Euh, je pourrais parler à peu près une après-midi de temps de la relation défaillante. On va essayer de faire ce court parce qu'on a un petit webinaire qui est un petit peu écourté. Mais le lien de confiance qu'on a avec un chien, en fait, c'est vraiment la base de tout. La façon de l'expliquer, en fait, c'est que nous, on est un individu qui va rentrer dans l'environnement du chien. Là, je vais essayer de l'expliquer pour que ce soit vraiment clair. Vous me dites si c'est pas clair. OK? Donc, nous, on rentre dans la vie du chien. Le chien est papy. Le chien ne nous connaît pas. Il sait pas comment qu'on bouge, comment qu'on fonctionne. Il connaît l'humain habituellement, tout dépendamment de comment les devoirs ont été faits. Mais il nous connaît pas nous. Donc, il va passer une bonne partie de sa journée sûrement à nous observer et à nous regarder pour nous connaître. Pourquoi c'est tellement important de nous connaître? C'est que le chien est capable d'anticiper et de prévoir ce qui est le plus prévisible possible. Donc, comprenez que si vous êtes quelqu'un qui est un petit peu imprévisible, qui ont tendance à faire des sauts d'humeur, qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions, il y a beaucoup de chances que votre relation soit effritée ou que le chien a appris que vous soyez imprévisible. Donc, à ce moment-là, le chien peut ne pas vous écouter parce que vous présentez un niveau d'imprévisibilité que le chien a de la difficulté à capter. Ce qui fait en sorte que vous allumez son système d'alarme et son système d'alarme lui dit, je ne veux pas rester proche de toi. Par exemple, un chien qui revient pas au rappel, ça peut en faire partie. Donc, je veux pas revenir à mon manière parce que c'est une source d'insécurité. D'autres fois, c'est peut-être parce qu'on a ambitionné sur certaines choses. Des fois, on a été imprévisible dans une situation, puis des fois, ça n'a pas rapport avec le chien. Donc, vous avez une chicane avec votre chum, ça commence à bourrasser dans la maison. C'est un exemple typique de chiot, là, qu'il faut pas que ça arrive. Ben, à ce moment-là, le chiot peut imprimer que vous avez un niveau de danger à ce moment-là. Donc, vraiment, vraiment important au niveau justement de la relation qui est défaillante qu'on voit souvent. Ça, c'en est. De mon expérience également des 15 dernières années, ce que j'ai vu aussi au niveau de la relation, c'est le manque de temps, de passer du temps avec lui. Donc, le chien fait beaucoup de cash, passe peu de temps avec le manière, donc il n'y a pas vraiment de relation qui est établie. Le fait que le chien bouge très peu également, donc peu d'exercice physique, peu d'exercice de collaboration avec le chien également. Ça fait en sorte que le chien est plus centré sur lui-même, il a moins tendance à vouloir collaborer avec le manière. Donc, ici, ça en fait partie. Puis l'autre chose aussi que j'ai vu, qui est quelque chose qui brise la relation plus tard, c'est que si, par exemple, vous tombez moins juste et que vous amenez des corrections qui sont injustes, le chien va finir par lui-même à vouloir s'auto-protéger et vous ne ferez plus partie de l'équation. Donc, faire attention à ce niveau-là. La relation défaillante, c'est aussi un peu le pack drive qu'on appelle, c'est-à-dire ce qu'on veut, ce que tout le monde veut, c'est-à-dire que le chien écoute sans récompense, sans avoir de conditionnement quelconque. Le chien fameux pas de laisse qui écoute son manière avec des yeux en cœur pour son manière, ben c'est vraiment la relation qui va faire ça. Puis tout le temps que vous allez passer avec votre chien, tout le temps où est-ce que vous allez être juste, que vous allez être constant, que vous allez être prévisible. Évidemment, d'avoir du respect. On parle beaucoup, beaucoup du respect par rapport au chien. Mais c'est aussi à l'inverse, le chien doit avoir du respect pour vous également. Si votre chien ne vous respecte pas, je pourrais élaborer aussi à ce niveau-là parce que le niveau de respect n'est pas un niveau de devenir le bourreau du chien. C'est vraiment juste une question de respect d'espace, respect aussi de la proximité qui est demandée ou pas. La confiance puis la patience aussi.
Un truc qu'on peut voir aussi dans une relation défaillante, c'est une manipulation qui s'est pas bien passée, puis le chien a perdu confiance aux manières dans cette situation-là. Ça se répare, by the way, si votre confiance est brisée, ça se travaille. Puis réparer le lien par des interactions qui sont positives et rassurantes. Mais je vais ajouter un truc qu'on n'a pas mis, Sarah Maud, qui est important à ajouter aussi, puis je viens d'avoir un flash. C'est aussi de passer au travers de certaines difficultés dans la vie de tous les jours, qui fait en sorte que pour aller créer des nouvelles connexions au niveau du chien, c'est important justement de pouvoir peut-être travailler au travers de certains trucs plus difficiles pour bâtir une certaine résilience. Puis cette résilience-là, quand on la travaille ensemble, main dans la main, on travaille vraiment au niveau d'une collaboration à un autre niveau. Faites juste penser aux chiens militaires à ce moment-là, où est-ce qu'ils vivent tellement de choses ensemble, ils sont constamment ensemble, ils vivent des trucs ensemble. Évidemment, il y a tout le toilettage, l'entretien du chien et tout ça qui est fait par la manière. Ben, ça en donne une bonne idée. Puis en plus, par où tous ces gens-là passent au travers de la résilience, ça en fait partie. Fait que ça, c'en est un. Ensuite, le 6, le manque de guide. Le manque de guide est un truc qu'on doit répéter beaucoup. C'est quelque chose qui est très peu compris dans le domaine canin. J'ai Sarah Maud qui me dit qu'il me reste 10 minutes. Seigneur, je pourrais en parler toute la soirée. Euh, le manque de guide est souvent associé en fait à la structure à la maison. Donc, souvent, on est moins constant. Nos attentes aussi, on a des attentes qui sont très hautes, mais on n'a pas nécessairement travaillé avec le chien. On n'a pas nécessairement travaillé pour atteindre ces attentes-là. Donc, on veut le résultat, mais pas mettre l'effort avant. Des fois, ça arrive. Des fois, on donne pas des directions qui sont claires aussi dans la maison. Donc, on arrive à l'extérieur, puis là, tout d'un coup, on veut tout contrôler, mais dans la maison, le chien fait tout ce qu'il veut. Donc, vraiment un manque de guide. Des fois, le chien est perdu aussi. On a besoin d'y donner un petit coup de pouce pour l'aider à comprendre. Donc, je pense que tout ça, ça en fait partie. Puis, tu sais, endosser son rôle de leader en tout temps, c'est vraiment important. Le leadership est quelque chose où est-ce qu'on utilise vraiment le terme à toutes les sauces. Puis je pense que c'est important de définir, nous, aujourd'hui, c'est quoi leadership? Pour moi, le leadership, c'est vraiment la personne qui va prendre le rôle euh, de pouvoir gérer le mindset des individus dans l'environnement. Ça en fait partie, c'est-à-dire gérer l'émotion, gérer le trop plein d'excitation, les pertes de contrôle, les choses comme ça, un peu comme un pilier qui va faire comme Hey, wow, calme, si tu t'en vas par là, tu vas dégénérer. Donc, c'est vraiment pour moi, le leader a vraiment le rôle de pouvoir gérer l'émotion et les crises qui vont avec également pour l'amener à s'apaiser et à se calmer. Le chien n'a pas la capacité de pouvoir gérer ces situations-là tout seul, surtout un jeune chien. Il n'est pas en mesure de pouvoir canaliser, gérer nécessairement tous les excès d'émotions. Donc, notre rôle à nous, c'est vraiment d'aller canaliser ça, faire comme, Hey, regarde, doucement. Tout ça avec évidemment patience, direction claire, puis de pouvoir vraiment endosser son rôle. C'est aussi de prendre les devants. Donc, de ne pas laisser le chien prendre ce rôle-là, tout simplement parce que si vous prenez un jeune chien qui n'a pas la capacité de gérer ses émotions, puis vous le mettez dans un rôle de leader, je vous laisse imaginer ce que ça donne. Ça fait en sorte que le chien est dans l'anxiété, dans le stress, il court partout, il sait pas quoi faire, il fait des choses, il arrête de les faire. Donc, bref, avoir une belle structure en tout temps. Ça, c'est vraiment important. Et deuxième chose pour le leader aussi qui est important, c'est d'établir une certaine routine, une certaine prévisibilité. Donc, de nous prendre, on, souvent on dit vous êtes à l'heure des chiens, dans certaines mesures, oui. Mais là, à ce moment-là, c'est vous. Votre chien doit vivre selon votre horaire que vous allez imposer. Ça aussi, ça va grandement vous aider. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une plus belle relation avec votre chien. Ce qui va vraiment faire en sorte que le chien va tout simplement suivre. Puis cette prévisibilité-là risquerait de réduire l'anxiété. Donc, si vous avez un chien qui a de l'anxiété, un chien qui a de la difficulté à gérer, peu importe, tout dans la maison. Il jappe constamment, difficulté à peut-être au niveau de la réactivité. La première chose qui est importante à implanter, c'est vraiment une structure dans la maison, avant même de vouloir essayer de gérer à l'extérieur. La structure au niveau d'être prévisible, puis de pouvoir gérer son trop-plein de lui-même, comme j'aime dire. Et cette, celle-là, on ne sait pas trop si les gens vont bien le prendre, mais quand même, c'est important. Ne c'est pas ce qui est interdit. Un des trucs que moi je vois tout le temps, c'est les gens quand ils arrivent ici à la maison avec la pension éducative, le chien ne connaît pas, ça c'est non. Non, ça veut dire c'est une ligne complètement claire que tu ne peux pas continuer ce que tu fais là. Donc, trouve une autre alternative. Ça n'a pas pour but de blesser l'animal, pas pour but de punir l'animal, de l'envoyer dans sa cage, pas pour but de l'envoyer, j'allais dire dans sa chambre, c'est le même genre. Ça n'a pas pour but de brimer quoi que ce soit, ça a juste pour but de dire
ça, c'est pas une bonne idée. Donc, je te cadre, je te guide, je te dis ça, c'est non, mais voici ce que tu peux faire. Souvent, avant d'introduire le nom, je vais aller créer certaines communications claires. Je vais avoir ma relation qui est claire aussi. Hein? Qui aime ça se faire dire non par quelqu'un qu'on connaît pas puis qu'on respecte pas? Oh boy, que ça passe pas. Chez le chien, c'est les mêmes règles. Donc, on est beaucoup dans un modèle où est-ce qu'on donne beaucoup d'indications sur qu'est-ce que le chien peut faire, mais on donne pas beaucoup d'indications sur ce que le chien ne peut pas faire. Donc, souvent, le chien est simplement dans un néant parce qu'il peut continuer à faire ce comportement-là, puis ça rapporte par les autorenforçateurs, parce que certains comportements sont payants, soit à l'interne ou la récompense vient de l'externe. Donc, à ce moment-là, vraiment, tout simplement dire un non, tout simplement. Donc, des fois, juste de mettre une limite de qu'est-ce qu'on peut ou ne pas faire. Donc, les 7 raisons pourquoi votre chien, il écoute pas, ben, ça en fait partie, hein. La communication qui est pas nécessairement claire. Ensuite, on a les environnements, ça c'est le 3, je pense que je toujours le 2. La communication qui est pas claire, le 2 je l'oublie tout le temps. On dirait que je les connais trop par cœur. Ah, le système d'entraînement qui est incompatible. Ensuite, l'environnement, le manque de pratique, la relation qui est défaillante qu'on en voit beaucoup aussi. Le manque de guide, qu'on voit aussi beaucoup. Et le 7, le chien sait pas qu'est-ce qui est interdit. Donc, c'est comme il manque un repère, il manque quelque chose dans l'équation. Donc, pour moi, là, c'est vraiment les 7 choses qui font en sorte que aujourd'hui, les gens nous consultent en tant que spécialistes en comportement canin. Puis, on avait envie de le partager parce que c'est des choses que vous pouvez mettre en application dès maintenant à la maison, qui est super facile puis qui va juste vous aider. Des fois, ça va peut-être avoir besoin de plus, mais pour le moment, je pense que si vous implantez que vous prenez conscience de certaines choses, ça peut vous aider. Donc, ça aussi, c'est une belle petite note, un petit quick tip de plus, c'est qu'un bon comportement, c'est jamais acquis une fois pour toutes. Donc, le chien a la capacité des fois d'oublier certaines choses si on les renforce pas. Puis quand on les renforce pas, ça veut dire soit de ne pas donner des conséquences face à la situation. Une conséquence peut être positive ou négative. Pour moi, une conséquence, c'est impartial, ça peut être des deux côtés. Donc, des fois, de pouvoir réintroduire un peu d'entretien au travers le temps, ça peut vraiment être important. Des petites habitudes saines hein, qui consolident les apprentissages. Donc, quand je dis d'être prévisible, des fois dans une certaine routine, de faire toujours la même chose, le chien finit par s'y retrouver également. Puis, la cohérence et la constance qui nourrissent la relation et les bons réflexes. Évidemment, tout ça est basé sur une relation qui est saine et qui est entretenue. Si vous mettez votre chien en cage et que vous n'entretenez plus votre relation, toute cette obéissance-là pourrait également partir. Sarah, on est-tu capable d'inviter notre invité avec nous? Je te laisse essayer d'ajouter Marilyn. Je voulais voir avec tout le monde si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit que vous voulez poser. Ce serait le moment pour les poser dans le chat. J'ai noté toutes les dernières questions là, que vous avez ajoutées pour qu'on puisse les écouter puis y répondre finalement à la fin du webinaire. Donc, vous pouvez les poser soit dans le chat ou dans les questions-réponses. J'ai noté également ceux qui sont dans les questions-réponses. Là, fait que inquiétez-vous pas, là, on vous oublie pas. Donc, ça va être le moment pour l'étude de cas. On va juste ajouter, dans le fond, Marilyn, qui est notre cliente, qui va venir répondre à nos questions, dans le fond, pour pouvoir vous montrer un peu comment que ça s'applique, les 7 raisons, dans un cas qui est réel, finalement. Marilyn, c'est une personne qui a consulté avec Division Canine, là, dans les derniers mois. Puis, vous allez pouvoir voir, finalement, comment qu'on applique toutes ces choses-là dans la vraie vie. Marilyn. Marilyn. On fait un test de son, Marilyn. Testing one, two. Allô, allô? Salut, Marilyn. Est-ce que Salut. t'es à l'aise à ce qu'on te voit? Oui, ben oui. Je vais essayer de trouver une façon de pouvoir t'ouvrir la vidéo. On peut peut-être arrêter le partage d'écran, comme ça, vous pouvez voir nos trois Ouais. caméras en groupe. Yes. Je note Donc, aussi la dernière question qui est dans le chat. Inquiétez-vous pas, je note tout ça encore. parfait. Puis, n'hésite pas aussi, là, si jamais on peut en répondre une tout de suite, juste le temps que je place Marilyn. Ouais. Oui, on peut, dans le fond, on nous a posé la question comment apprendre la commande tapis dans les Q&A. Par contre, je ne sais pas c'est qui, c'est écrit spectateur anonyme. Donc, on va répondre à ta question maintenant. Tu nous poses la question si on peut y aller avec la laisse. C'est effectivement une super belle option, en fait, là, pour apprendre le place à un chien, ben, le tapis, dans le fond. La commande qu'on utilise, nous, c'est souvent place, là, fait que ça se peut que vous nous entendiez dire ça aussi. Donc, ce qu'on va faire, justement, c'est qu'on peut y aller avec la laisse. On va venir indiquer la commande en pointant vers le tapis. Puis souvent, on va faire comme en étapes. Fait qu'on va donner notre commande verbale. Après ça, on va se pencher, on va pointer, puis ensuite, on va venir guider le chien avec la laisse.
C'est ensuite qu'on vient récompenser pour le petit tapis, dans le fond. Fait que c'est tout simple. On a des vidéos qui montrent ça en ligne aussi, si jamais. Là, vous pouvez aller fouiller dans nos réseaux sociaux, il y en a plein. Là. Bon, j'arrive pas, Marlène. Je pense qu'on va y aller comme ça, juste pour accélérer le temps. OK. Dis-moi, Marlène, je vais aller chercher mes petites Puis là, questions. Je te fais... moi, je vois juste Sarah, là. Je sais pas si c'est ça le Ah, cas ça se pour tout peut. le monde. OK. Je suis Pas de trouble. épinglée en ce moment, fait qu'on peut me désépingler, comme Ah, ça va OK. changer vers qui Yes. parle, en fait. Ah là là là. Ah là là. Ouais, des petites difficultés logistiques. Ah, c'est pas facile. Je vais Hum. aller comme ça, mais non. Moi, je t'entends, Marlène. Good. Salut! Salut. Comment ça va, Donc, Marlène? Ça va bien. Ça va bien. Ouais, on est contente que tu sois avec nous ce soir. Ouais, merci. Est-ce que tout le monde entend Marlène? Tout va bien? Si vous pouvez répondre dans le chat là, pour nous dire que de votre côté, niveau technique, ça va. Super. excellent. Marlène, je commence avec la question que Sarah nous a écrite. Ouais. Donc, dis-moi, Marlène, qu'est-ce qui t'a amené à consulter avec Division Canon? Ben, c'était pour une problématique de réactivité. Ouais. Moi, ma chienne, en fait, j'ai une chienne qui vient d'avoir 7 ans, il pas trop longtemps. C'est une croisée avec, mettons, surtout du berger, là, Border Collie, mais elle avec bien d'autres affaires. Et puis, à partir d'à peu près 1 an et demi, elle a développé de la réactivité aux autres chiens, puis aux gens principalement. Puis bon, à plein d'autres affaires, là, à des sacs de plastique qui volent dans la rue, n'importe quoi, là. Puis, j'ai travaillé ça j'ai essayé de travailler là-dessus pendant 5 ans. Puis j'étais pas mal rendue à me dire je vais vivre avec. Puis c'est ça, finalement, j'ai rencontré. Ben, en fait, je cherchais d'autres façons de faire, c'était surtout ça. Moi, j'avais travaillé vraiment uniquement en renforcement positif. Puis je me disais, ça se peut pas, là, il doit y avoir une façon de faire autrement que ça. Euh, Puis c'est ça, là, j'ai eu vent comme de vous, ce que vous faisiez, puis j'ai embarqué tout de suite là. Mm. Cool. Vraiment nice. Puis c'est quoi le service que tu as utilisé, toi, Marilyn? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, j'ai embarqué dans le programme Optimum, dans la première cohorte qui a commencé en avril. Pour ceux qui ne le savent pas, le programme Optimum, je vais être capable de bien le décrire. C'est un programme de 12 semaines où on a, dans le fond, un cours à chaque semaine avec tu sais, des exercices qui nous sont donnés. Puis c'est fait spécifiquement, en fait, pour les chiens réactifs ou, en tout cas, tous les problèmes de comportement. Fait qu'on est vraiment, c'est un cours qui se fait à distance sur un groupe Facebook. Fait qu'on est vraiment réunis, on est, je pense, une douzaine de personnes qui travaillent uniquement sur des problèmes de comportement. Euh, de façon, là, c'est ça, constante, là, avec Joanie qui nous guide à travers ça. Fait que j'ai fait celui-là que j'ai commencé en avril, puis quand j'ai terminé, j'étais embarquée sur le programme Liberté pour travailler avec le collier électrique. Parfait. Puis toi, jusqu'à maintenant, est-ce que tu aimes ton expérience? Ben là, je pense que vous le savez. Mais oui, en fait, là, je pensais à ça tantôt, ça fait 5, 6 mois que je travaille vraiment de façon, tu sais, super constante. Puis, ben, honnêtement, moi, c'est un miracle, là. Ça a comme pas de bon Mais sens, le changement, là. faut dire, ça, c'est un point qui est super important qu'on n'a peut-être pas, on n'a pas cogné sur le clou trop, mais la constance, c'est vraiment important. On disait justement qu'un comportement n'était pas acquis. Marilyn, c'est une personne qui a travaillé son chien énormément, là, qu'on voit vraiment que la constance fait la différence dans un entraînement, là. Donc, c'est vraiment un super bon point que tu amènes. Puis là, dans le fond, j'aimerais ça qu'on passe ensemble à travers les raisons qu'on vient de présenter pour un peu montrer comment, bon, dans la vraie vie, Ouais. ça se matérialise. Fait que toi, y a-t-il des moments dans ta communication avec ton chien que tu t'es dit, mon Dieu, c'est confus tout ça, puis comment t'as pallié à ça? Est-ce que d'avoir une communication qui était claire avec ton chien, ça t'a-tu aidé? Ouais. Ben là, j'ai noté un peu toutes les 7 raisons tantôt, puis il y a beaucoup de points qui se recoupent là, dans ce que je vais dire, là, mais je vais toucher à d'autres en même temps. Mais tu sais, au niveau de la communication, je pense qu'un de mes problèmes principaux, c'est, tu sais, j'avais jamais dit non à mon chien, là. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui est rigoureuse, là. On me dit la meilleure chose à faire pour ton chien, c'est ça, je vais l'appliquer à 200%. Fait que si tu sais, j'avais été comme éduquée, mettons, dans cette optique-là. Fait que moi, quand on me dit ça, j'étais uniquement dans le renforcement. Ben, j'imagine que je faisais d'autres méthodes sans me rendre compte, mais disons dans ma tête, j'étais uniquement en renforcement positif. Puis, ce que mené, j'ai allumé, ben en fait, c'est ça, c'est que les choses se plaçaient pas, puis j'avais pas de moyen de dire à mon chien, ça marche pas.
En Ouais. fait, c'est exactement ça. C'est genre, je me ramassais dans des situations avec mon chien en laisse qui a l'air d'un monstre au bout de la laisse. Mhm. Puis j'étais complètement démunie. J'avais comme aucun outil à part essayer de la détourner ou etc. Tu sais, quand j'étais rendue vraiment là, c'est sûr, il y a des exercices qui peuvent être faits, tu sais, au préalable, mais j'avais pas moyen d'y dire ça, ça marche pas. Puis, tu sais, moi, qu'est-ce qui me parle beaucoup comme façon de le voir, c'est je donnais uniquement du feedback positif, mais jamais de feedback négatif. Ouais, je Fait que comprends. c'est comme de jouer à, tu sais, tu veux deviner où est quelque chose, là, chaud-froid, mais tu dis juste c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, mais tu dis jamais quand la personne s'éloigne de ce qu'il faut, tu sais. Ah, Tu c'est un vas bon parallèle. clairement de, oh, oui, tu vas vraiment moins vite, là. Puis, tu sais, Oui. c'est tout un morceau d'information, tu sais, un morceau de la communication qui était complètement absent. Puis ça inclut la communication en laisse, là. Ok, c'est vraiment intéressant de t'entendre dire ça. Puis le parallèle avec le chaud-froid, il est vraiment, vraiment le fun pour vrai. Je me note ça pour les prochaines fois que j'en parle. Puis justement, tu dis là, que toi, ton système d'entraînement, dans le fond, dans lequel tu étais plus dans le renforcement positif, justement, qu'il y avait une absence de nom. Tu dis que tu t'es un peu, t'as changé de cap, finalement, tu es allé vers quelque chose qui était plus, on va dire, équilibré dans un sens, là, Mhm. qui amenait plusieurs méthodes différentes. Est-ce que tu as vu des changements rapidement, toi, chez ton chien? Comment vous avez vécu ça, justement, de rajouter le nom? Comment tu l'as pris? Euh, j'ai vu des gros changements. Euh, Rapidement, oui. C'était comme un petit peu peurant au début parce que je me disais, tu sais, c'est le no puis l'utilisation d'aversifs, là, mettons le pop dans la laisse, tout ça. Fait que, tu sais, moi, je me demandais si ma chienne serait trop sensible, serait capable de vivre avec ça. Ouais. Mais j'ai trouvé ça vraiment surprenant comment qu'elle vivait ça très bien. Mhm, Puis qu'au contraire, j'avais quasiment l'impression que le fait que maintenant ça soit plus clair, tu sais, ça se clarifiait, fait qu'elle ouais. vivait bien dans cette clarté-là. Mhm, Euh, Fait que ça a quand même changé des choses assez rapidement. Puis euh, avec, tu sais, l'utilisation de la laisse, puis, tu sais, mettons juste le pop dans la laisse, puis, tu sais, hey, je te parle, là, en gros, c'est ça, là. Puis après ça, ben là, dans ce que j'ai fait avec le collier électrique, la vitesse, c'est incroyable, la vitesse d'apprentissage que le chien a dans ce contexte-là. Puis encore là, dans quelque chose qui a été monté de façon, tu sais, vraiment, vraiment par étapes. Fait ouais. en fait, les seules fois dans ma vie où j'avais peut-être vraiment chicané mon chien ou fait une correction, là, c'était les deux, trois fois qu'à un moment donné, je savais tellement pas quoi faire que je m'étais vraiment fâchée, j'avais comme perdu le contrôle, puis je l'avais comme écrasé au sol, là. Tu sais, Mhm, mais tu sais, mon chien a rien appris de ça parce qu'elle a juste zéro compris. Puis ça, c'était le genre de comportement que moi, je pouvais avoir, puis que j'ai eu très, très peu fréquemment, là. Mais, tu sais, qui pouvait être plus épeurant. C'est pas quelque chose de quoi ils apprennent. Ils savent même pas pourquoi on fait ça, tu sais. Tandis que là, le fait que le nom puis l'utilisation des corrections soit bâti de façon très, très progressive, ça ouais. y a surtout amené de la clarté. Puis je l'ai senti très à l'aise là-dedans pour une chaîne qu'au départ, je pensais très, très sensible, là. Ok, c'est intéressant. Je vais juste répondre à une question qui est dans le chat, là. Lisette, vous demandez collier électronique contre éjappement. C'est pas exactement ça. En fait, nous, c'est des colliers électrostatiques qu'on utilise. C'est vraiment dans un contexte d'entraînement. Donc, les colliers anti-jappement, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va mettre là, dans un contexte d'entraînement, là. Joe, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Mais en fait, c'est qu'au niveau des colliers électrostatiques pour le jappement, il y a toute une partie qu'on connaît pas par rapport à l'aboiement. Ça reste qu'un chien, malheureusement, ça jappe. Donc, ça vient un peu avec le fait d'avoir un chien. Par contre, il y a des jappements on va diminuer. Est-ce que le chien le fait par auto-renforçateur ou est-ce que le chien le fait par anxiété? Fait que c'est souvent ça, en fait, si on coupe des fois cette portion-là, on peut créer d'autres problèmes. Fait que c'est pas qu'on n'utilise pas nécessairement à 100% jamais, jamais un anti-aboiement. C'est vraiment juste pourquoi que le chien jappe qu'on doit aller découvrir avant même de commencer à introduire tout ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que par la suite, si on décide d'aller faire un entraînement, des fois c'est plus difficile. Le chien peut avoir été marqué par le collier électrostatique à ce moment-là. Puis elle demande aussi, le collier électrique sert à quoi? Je sais pas si tu veux expliquer rapidement comment qu'on le... Oui. C'est dur Ouais. rapidement, là, mais... Non, mais ça peut être rapidement. En fait, le collier électrostatique, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va juste aller peaufiner un entraînement, permettre d'avoir une communication sans laisse aussi. Euh, ça, ça, ça l'augmente,
en fait, le niveau d'obéissance. Ça diminue les probabilités que le chien ne réponde pas à l'obéissance également, puis ça procure une liberté à 100% pour le chien. Fait que c'est sûr que le collier électrostatique, pour nous, c'est vraiment ça. Donc, on n'en parle pas vraiment, c'est pas pour corriger un chien ou parce que ton chien est rendu là. C'est vraiment juste une question, c'est une communication de plus qu'on introduit qui va nous permettre d'avoir un chien qui va être libre plus tard. C'est souvent aussi l'utilisation qui va être faite, ben c'est non émotif. Donc, même si tu pèses plus fort sur le bouton, ben il n'y a aucune différence. Souvent, le timing va être un peu plus précis aussi des fois avec le collier sur certaines situations. Par contre, nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment si vous faites l'utilisation d'un collier, vous devez avoir fait les bases. C'est pour ça que nous, tous les gens qui font le programme Optimum ont la possibilité de faire le programme Liberté, mais pas n'importe qui. Donc, ça prend des fondations de base. Une communication à l'aise qui est claire, c'est tout ça pour être capable de guider le chien au niveau de la stimulation. Le collier électrostatique, ça fait partie du système d'évitement. Et la façon que nous, on l'utilise, c'est en combinaison avec le renforcement positif. Donc, c'est encore un mix de tous les systèmes, ce qui permet justement de mieux communiquer avec le chien, là. Fait que ça donne une certaine liberté. C'est le fun, le collier électrostatique, quand c'est bien utilisé, évidemment, parce qu'on en voit de tous les jours, Tout à fait. encore aujourd'hui. Ouais. Ça nous fait plaisir, Lisette. Si jamais d'autres ont des questions, Mm. là, le chat, il reste ouvert dans mon écran, là, donc n'hésitez pas à les poser. Puis merci, j'ai vu Karine puis Molly qui disent que les formations sont vraiment le fun. Merci les filles, c'est super le fun à lire. Donc, pour continuer avec Marilyn, dans le fond, on a parlé brièvement tantôt là, justement des environnements qui étaient non neutres. Tu disais que ta chienne avant avait de la réactivité, que c'était difficile. Tu l'as qualifié de monstre. Comment ça s'est passé, ça, pour venir essayer de neutraliser les environnements? Qu'est-ce que tu as fait pour ramener le chien au calme quand c'est trop stimulant? Est-ce que ça t'a aidé dans ton entraînement? Euh, ouais, c'est comme le bout, le facteur qui est comme un peu moins clair, ben peut-être un peu moins clair pour moi, parce que je veux dire, c'est sûr qu'un environnement non neutre, c'est problématique. Euh, il y a comme plusieurs choses. Moi, j'ai l'impression que c'est de passer par donner de la structure à la maison. Puis ça, bon, c'est vraiment peut-être pas clair là, si vous n'avez pas fait ce travail-là déjà avec Division Canine, mais tu sais, en termes très clairs, là, quand on a commencé au début du programme, je devais avoir mon chien en laisse dans la maison. Puis moi, ça a été probablement la pire semaine du programme pour moi au départ. C'était vraiment particulièrement dur pour autant moi que ma chienne dans le type de relation qu'on avait. Oui, je comprends. Puis c'est comme en fait, j'exerce maintenant beaucoup plus de contrôle sur ma chienne. Elle peut pas être n'importe où en tout temps, faire qu'est-ce qu'elle veut. C'est précis pour elle où, tu sais, où elle doit être, puis tout ça. Puis juste ça, on dirait, a fait déjà que euh, elle est devenue plus calme, elle est comme moins anxieuse. On dirait que La j'ai enlevé structure. sa job de gérante, là. Ben Tu sais, oui, mais on en parlait c'est tantôt ça. au niveau du guide, là, ça fait partie de ça, tu sais, Ouais, justement de dire au chien, regarde, t'as rien à gérer, gère toi-même, ça va bien aller, là. Fait que c'est le fun ouais. d'avoir cette différence, là. Fait que, tu sais, je pense que là, elle est dans les, tu sais, j'arrive à la mettre dans les mêmes environnements, sauf que elle se donne pas la mission de gérer tout, là, puis de regarder, de surveiller qu'est-ce qu'il y a partout, puis, mais tu sais, c'est vraiment l'étape qui s'est faite, c'est très progressivement, là. Je pense que c'est un bon point. C'est aussi tu parles de progression, là. Tu sais, on a parlé aussi du collier électrostatique juste avant. Ça aussi, tu sais, il faut être conscient qu'il y a un processus. C'est vraiment rare, tu sais, on va pas justement, comme tu dis, mettre du contrôle sur un chien de A à Z du jour au lendemain, puis faire comme si le chien n'était pas un individu qui avait des émotions. Il y a un processus. Même chose avec le collier électrostatique, que justement la structure dans la maison, là. Puis que tu vois Mhm. des différences sur ton chien, c'est vraiment le fun aussi, là. Ouais. Il y a un point aussi qui est important ici avec Marianne au niveau de la structure, c'est que dans certains cas, le chien passe pas nécessairement beaucoup de temps à proximité du manieur. Puis des Mhm. fois, pour X raison que ce soit, le chien peut ne pas être à l'aise avec cette énergie-là que la personne dégage. Fait que le fait d'aller impliquer une certaine structure, ça peut aussi l'amener à avoir une certaine résilience, à mieux filer avec cet inconfort-là. Fait que des fois, ça peut être un super bel exercice qu'on peut, encore là, dans un processus, amener à d'autres choses. Mais au départ, ça peut faire partie des choses qu'on va implanter. J'ai vu la question de Karen de l'âge, recommandez-vous les chokers? Ma question à ce genre de questions-là, c'est qu'on recommande les outils en fait selon le type de chien qu'on a. Donc, ça dépend tellement de ce que vous voulez travailler. Il y a des outils qui sont passifs, il y a des outils qui vont être actifs, il y a des outils qui vont amener de l'obéissance, il y a des outils qui vont calmer le mental. Donc, ça dépend en fait. Donc, je réponds à cette question-là par une autre question.
c'est quoi vos objectifs? C'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont nous aider à savoir avec quel outil vous avez besoin de travailler. La race du chien aussi, ça va nous donner un bon coup de main. Puis, comme je dis, c'est pas, on bannit pas d'outils. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que le chien reste chez vous, qu'il se retrouve pas dans un refuge. Puis, on veut que le chien puisse avoir le plus possible un équilibre mental. Donc, c'est quoi les outils qui vont nous aider à obtenir ce travail-là? On va le voir au fur et à mesure. Je vois tout le monde du programme Optimum Mhm. parler justement du programme dans les chats puis faire des petits commentaires. J'aime ça vous lire puis merci encore pour les beaux mots, c'est vraiment agréable. Je pense C'est à vraiment Valérie gentil. Manon, entre autres, c'est vraiment gentil. Parfait. Puis au niveau de la relation, fait que là, tout ça, tu as mis ça en place. Je sais qu'au début, ça peut être un peu déstabilisant, surtout l'histoire de la laisse dans la maison, quand on en a vraiment Mhm. entendu parler. Je sais que ça peut être difficile. Après, par après, là, après avoir fait le programme au complet, là, t'es rendu ailleurs avec Kuta. Comment ça va, votre relation? Ça a l'air de quoi? Ben, ça va vraiment mieux. En fait, c'est comme si ma chaîne puis moi, on était quand même très liés. C'est une chaîne qui a toujours eu un bon focus, super bonne pour écouter des commandes à distance, elle met beaucoup l'obéissance, mais elle était très inconfortable physiquement. Elle était pas, tu sais, elle a une grosse bulle, pas à l'aise d'être proche. Mhm. Fait que c'est ça que là, le travail avec la laisse à la maison, Joanie l'a nommé tantôt, puis c'est exactement ça. En fait, tu sais, elle a appris à s'adapter à l'inconfort. Ouais, Parce que pour elle, être proche de moi, c'est ça. Tu sais, sa façon de se sentir à l'aise puis de se mettre en sécurité, c'était de s'isoler tout seul dans son lit. Fait que je pouvais vraiment ne pas la voir de la journée tant que je sortais pas dehors. Quand on sortait dehors, elle venait, ça allait. Puis dans la maison, elle s'installait dans son coin, je la voyais pas. Fait que, on est beaucoup plus près l'une de l'autre. Euh, c'est allé avec même certains changements assez cool. Tu sais, tantôt, je suis arrivée à la maison vraiment, en tout cas, en vitesse. J'avais une game de hockey avant. Fait que là, je suis arrivée devant mon ordi, je m'assis devant, puis là, je suis pressée. Ah, Puis quand elle est venue me voir, puis au lieu de rester où est-ce qu'elle était, elle est venue se coucher à côté de moi, tu sais, à côté de mon bureau. Mais ça, elle je n'aurait jamais fait ça avant, là. comprends. Puis même qu'elle dort dans notre chambre, une grosse nouveauté qu'elle ne faisait pas non plus. Puis encore là, c'est ça, ça a vraiment renforcé le lien beaucoup. Je dirais la confiance aussi, parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'avant, tu sais, je dis qu'elle était un monstre. En fait, c'est plutôt qu'elle se transformait en monstre, parce que c'est une chienne qui est quand même très calme, mais quand elle tombait en réactivité, là, c'était plus la même chienne, là. Ouais, Puis, puis, tu sais, dans ces situations-là, moi, je savais pas quoi faire, j'avais pas d'outils, fait que je gérais pas, tu sais. ouais, Tandis que là, on dirait que depuis que j'ai mis des règles, puis qu'il y a un fonctionnement, puis qu'on a fait beaucoup de pratiques, tout ça, elle sait que je vais gérer la situation, puis j'ai l'impression vraiment qu'elle a plus confiance en moi, là. ah, c'est le Euh, fun. Très cool. ouais. Puis d'avoir rajouté de la prévisibilité, parce que je suis aussi quelqu'un tu sais, qui est très spontané, j'ai pas de routine claire. Ouais. Euh, fait que je sais que je la stressais bien gros, c'est ma chienne, là. Mm. Fait que maintenant qu'il y a plus de structure autour de vous, puis de votre relation, puis tout ça, puis tu sais, c'est que, entre autres, tu sais que tu donnes les outils à ton chien, fait que oui, il y a une relation de confiance qui s'installe, mais Mhm. à travers l'entraînement aussi, tu passes tellement de temps, vous avez des Ouais. réussites, c'est le fun, là. C'est sûr que ça rend mieux une relation, là. C'est très, très cool. Ouais. Puis, mettons que tu avais trois choses à donner à nos Mhm. spectateurs ce soir, que tu voudrais qu'ils retiennent. Ce serait quoi? C'est la question que j'avais essayé de plus de préparer dans ce que tu m'avais envoyé, mais que j'ai eu plus de misère parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je comprends. Euh, euh, mettons, ben, tu sais, pour moi, là, ça a été une découverte de donner du feedback négatif, là. Genre de donner une communication qui est claire. Tu sais, moi, j'aime ça, là, quand tu sais, je fais quelque chose qui plaît pas à quelqu'un, qui me le dise. Ouais, J'aime ça qu'ils me le disent puis m'ajuster. Fait que je ouais, suis vraiment allée, ça, tu sais, de donner l'ensemble des informations que tu as données à ton chien pour que ça soit clair pour lui. Euh, pour moi, c'était vraiment un gros changement ouais. qui a aidé beaucoup à réduire son anxiété aussi. On dirait que ma Mhm. chienne, c'était tout le temps une chienne nerveuse de toutes. En Ouais, fait, ça, c'est plus la structure. Je pense que l'autre morceau serait vraiment de la cohérence puis de la structure dans des règles. Euh, qui est comme, c'est ça, un cadre qui est établi sur ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, qu'est-ce qu'on fait dans vraiment une cohérence. Puis ouais, ça a vraiment réduit beaucoup son anxiété parce que c'était une chienne qui, ben c'est ça, qui réagissait vraiment à tout.
Mhm. qui était très inconfortable dans la majorité des nouvelles situations qui arrivaient. Tandis que là, on dirait qu'elle tolère tout vraiment mieux. Ouais. Euh, La résilience, comme tu allais créer un peu. oui, vraiment. En fait, c'est vraiment, vraiment parce qu'elle était. C'est ça. C'était vraiment une petite. C'est drôle, tu sais, je me disais, moi je disais tout le temps, je décrivais ma chienne comme elle est calme, mais vraiment nerveuse. Tu sais, c'est pas une chienne Ouais. exagérée en énergie, super excitée. Tu sais, elle a le fond calme, mais comme stressée tout en même temps. Tandis que là, on a vraiment enlevé cette couche-là là, de stress. Puis là, ce que je réalisais samedi, quand je suis allée, justement, on s'est vu au séminaire, c'est que, OK, là, j'ai même plus une chienne stressée, là. Ah non, elle est arrivée toute chill, elle était full C'est bien. ça. Alors que, tu sais, ma chienne n'était vraiment pas comme ça. Fait qu'en tout cas, il y a beaucoup ça. Puis, au niveau de la pratique, c'est sûr que, tu sais, tu sais, là, j'ai été très rigoureuse là, pendant 5, 6 mois que j'ai travaillé 6 jours sur 7, mettons, là, que j'en ai fait. Ok. Mais, tu sais, à un Ah moment donné, on aime ça, on en mange, fait que c'est pas un problème, là. oui, Euh, je fait comprends. Ouais, fait que ça, ça a aidé beaucoup. Puis je me rappelle aussi, tu sais, c'est sûr que pour être capable d'être constant de même, il faut vraiment avoir de la motivation. Il y a plusieurs outils puis façons de travailler sa motivation. Moi, de Mhm. travailler avec un groupe comme ce que j'ai fait avec Optimum puis le programme Liberté, ça a été un élément clé. Ouais. À cause que là, je travaille de près avec d'autres mondes qui vivent la même affaire que moi, puis on échange là-dessus. Mhm. Ce que Joanie nous a dit au premier cours du programme Optimum, c'était, elle mettait l'emphase sur le fait qu'il allait avoir des bonnes et des mauvaises journées. Puis Ouais. que c'est niaiseux, là, mais j'ai vraiment essayé de me le ramener constamment en tête Ouais. pour justement maintenir ma motivation. Parce que quand on a un chien réactif, là, la journée qu'on l'échappe, ça peut être vraiment en lettres. Mhm. Puis on peut vraiment se décourager de ça. Fait que ça faisait du bien de tu sais, noter constamment à chaque jour comment ça se passe pour constater qu'au final, la majorité des journées, on va dans le bon Ah, sens, bien. là. Ouais, Mm. ouais, je comprends. Ouais, puis on a d'ailleurs Valérie qui dit que c'est tellement beau de voir tout le chemin que la belle Kuta a fait, Kuta étant le chien de Marilyn. Valérie qui a aussi fait le programme Optimum en même temps que Marilyn. Donc, je tenais à te le mentionner si jamais tu l'avais pas lu. Eh oui, Fait que super. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter en finissant ou ça fait pas mal le tour pour toi? ça fait pas mal le tour, je pense. Super. Ben, pour vrai, un gros, gros, gros merci d'avoir été des nôtres, d'avoir répondu à nos questions. Je pense que ça montre vraiment bien là, comment les 7 raisons s'appliquent dans la réalité. J'ai noté toutes les questions aussi qui ont été posées pendant qu'on jasait avec Marilyn. Fait que on va toutes répondre à ça dans la session de questions-réponses à la fin. Donc, inquiétez-vous pas, on vous oublie pas. Merci beaucoup, Marilyn. Ça fait plaisir. Good. Hello! Donc, Cool. c'est vraiment le fun parce que Marilyn, je le dis depuis le début, moi, c'est une cliente avec qui j'ai adoré travailler. Qui m'a apporté quand même plusieurs challenges parce que c'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions, c'est quelqu'un qui a besoin de savoir le pourquoi du comment. Fait que faut bien connaître son sujet. Puis j'ai trouvé ça vraiment agréable de voir aussi l'évolution de Kuta parce que même nous, en tant que coach, des fois, on donne des indications pour on fait. Faut que le chien suive, faut que le chien suive. Puis des fois, ça prend du temps. Fait que je pense que c'est la chose que Kuta puis Marlène m'ont appris, moi, c'est que des fois, fais confiance au processus, mais aussi en tant que coach, pas juste le client. J'en ai vu des chiens travailler, il y a des choses que moi j'avais faites, mais des fois, c'est comme, aie confiance en ton client, aie confiance en son chien, ils vont finir par se matcher. Puis Marlène, c'est exactement ce qu'elle a démontré, c'est que des fois, ça prend juste un peu de temps, puis de laisser le temps de faire ça, de faire ces choses. C'est vraiment le fun. Puis c'est fou de voir la résilience aussi que son chien a développé, mais tout le programme Optimum en général. J'avais une question aussi que j'ai vu passer. Le prochain programme Optimum va aller en janvier. La raison pourquoi que c'est en janvier, c'est qu'on est là pendant 12 semaines. Fait que, on en a un qui est déjà démarré. Mais honnêtement, si j'ai 12 personnes, 12 partants, ça me ferait plaisir d'en repartir un autre là, si jamais j'ai 12 participants. Habituellement, c'est de soir, mais ça pourrait aussi être disponible 2 jours. Donc, si jamais vous avez envie de faire le programme Optimum, ben, écrivez-moi 2 jours ou 2 soirs. Puis c'est en semaine, donc du mardi au jeudi là, à ce moment-là. On a déjà un programme qui est le jeudi soir. Mais je ferme pas la porte s'il y en a qui ont envie là, de vouloir pousser un peu plus. Sinon, on a d'autres choses là, pour vous autres ce soir aussi. Donc, je vais pouvoir continuer. Ah, je recule cette fois-là. Bon,
Maintenant, s'il y en a qui veulent quitter, donc merci à tout le monde. C'est ce qui met fin là, vraiment au webinaire. Pour ceux qui veulent rester, c'est ceux qui font partie du métier, qui aimeraient apprendre un peu plus sur la formation de spécialistes. Est-ce que tu veux qu'on réponde aux questions tout de suite, Sarah Maud, avant de continuer? Parce que s'il y en a qui veulent s'en aller, je Ouais, on pense peut que faire. j'irai tout de suite. Ouais. Il y en a quand même plusieurs. Donc, je les ai toutes notées. On va y aller probablement pas en ordre, mais on va répondre à tout ce qui est passé pendant l'étude de cas. Donc, on a Nancy qui nous demande la laisse dans la maison. Donc, là, on fait référence au programme Optimum. Est-ce qu'on la tient tout le temps dans nos mains ou est-ce qu'elle traîne juste par terre? C'est vraiment une bonne question. Je pense que c'est le réflexe de beaucoup de gens. Euh, Habituellement, la laisse a pour but de communiquer quelque chose au chien. Donc, si la laisse, elle est simplement au sol, souvent, c'est qu'elle communique rien. Donc, évidemment, le chien doit avoir une position où on doit l'amener à faire quelque chose. Par exemple, si Nancy, je connais pas le chien, mais c'était pas mauvais d'amener le chien à se coucher à vos pieds pour lui montrer qu'est-ce qu'on attend de lui dans la maison ou le coucher sur un tapis pour pouvoir l'éloigner de soi. Des fois, on peut commencer avec un chien couché aux pieds. Pourquoi? Parce que ça permet de réguler son émotion, donc de gérer son anxiété, son trop-plein de lui-même, son envie de mordiller, de mordre, de courir, whatever. Et quand le chien est vraiment rendu bon à régulariser toute son énergie dans la maison, après ça, on peut transférer vers le tapis. Donc, ça aussi, c'est un processus. Donc, bref, une longue réponse pour dire que c'est vraiment important que la laisse soit utile. Donc, prenez-la dans vos mains et travaillez à montrer à votre chien quelque chose avec la laisse. Super. On a plusieurs questions qui reviennent un peu au même. Donc, au niveau des jappements, on en a que c'est pour les bruits, d'autres que c'est dans les fenêtres. Je me Oui. permets de les merger pour te demander qu'est-ce qu'on fait avec ça. Yes. Donc, l'aboiement, c'est une des choses qu'on voit le plus en consultation et la majorité, en fait, des aboiements sont reliés à un manque de structure. C'est le genre de truc que si on veut vraiment pouvoir mettre en place un arrêt des aboiements avant de mettre des conséquences à l'aboiement, je commencerai par mettre une structure dans la maison. Donc, s'il y en a qui ont enregistré puis qui ont envie de vouloir appliquer quelque chose maintenant, ça pourrait être de mettre sa laisse dans la maison puis de faire coucher son chien au pied, par exemple, ce qui pourrait être super pratique. Mais sinon, ce serait vraiment d'aller voir qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a quand même toujours une bonne raison pourquoi que le chien jappe. Fait que est-ce que c'est le chien a pris un poste qu'il devrait pas prendre? Est-ce que le chien fait la sentinelle? Est-ce que le chien fait de la garde? Est-ce que le chien est vraiment plus en gestion de territoire? Est-ce que le chien jappe à l'extérieur? C'est tout ça là, qu'on peut aller voir. Mais pour vrai, si vous voulez commencer à réduire l'aboiement, ce serait de commencer peut-être avec votre laisse dans la maison. Juste au moins d'y penser, peut-être. Mm. Mhm. Ensuite, au niveau de l'excitation, encore une fois, une couple de questions qui se ressemblent là, au niveau de comment faire quand on arrive dans un nouvel environnement, au niveau de l'excitation de quand Ouais. on voit de la visite. Mm. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là? Habituellement, l'arrivée de la visite, c'est quand même compliqué à gérer parce que vous voulez quand même être poli envers votre visite. Donc, souvent, la vraie réponse, ça serait pas très poli envers les gens. La première chose que vous pourriez faire envers la visite, ce serait de commencer d'abord et avant tout à vous gérer votre excitation envers votre chien et gérer l'excitation envers vous. Donc, la majorité, si je dirais pas 90% des gens dont leur chien est excité envers eux, quand ils arrivent à la maison, le chien est excité envers eux aussi, il s'excite sur partout. Donc, on commence toujours par soi. Fait que, ouais, je pense que j'irai avec ça comme premier exercice. Tout simplement, gérer l'excitation envers soi-même avant. Donc, on ne flatte pas un chien qui saute sur soi, on ne flatte pas, on n'encourage pas. Souvent, les gens vont avoir tendance à prendre de l'excitation pour un chien joyeux et content. Et des fois, c'est pas toujours exactement ce qu'on veut avoir. Donc, on peut être content, mais il faut quand même savoir se gérer un peu. Donc, dès que le chien vous bouscule, saute sur vous ou perd complètement la carte, ça va être important d'attendre que le chien soit calme avant de soit le regarder, lui parler ou le flatter. Puis à ce moment-là, si on n'est pas en mesure de pouvoir avoir cette remise au calme, on va travailler avec la communication en laisse à ce moment-là. Parfait. Il y a encore une fois plusieurs questions qui se ramènent au place, donc au tapis. Ouais. On parle de comment l'apprendre puis comment le faire progressivement. Donc, comment y apprendre à rester là pour une période prolongée de temps. Ouais. Comme je disais, en fait, j'ai donné un peu la réponse tantôt. Le chien doit apprendre à rester à rien faire avant de commencer à faire du tapis, du place. Donc, moi, j'aime commencer par apprendre au chien à tout simplement gérer ses émotions avant de le mettre. Vous avez vu, là, je vais toujours comme un peu en étape. Donc, gérer les émotions avant. Par la suite, montrer le place. Ensuite, vous pouvez utiliser une méthode quelconque que vous choisissez, soit envoyer le chien au place en renforcement positif, soit travailler avec la laisse. Souvent, ça va dépendre du type de chien puis du type de niveau
le niveau d'obéissance que vous voulez avoir avec votre chien. Donc, plus vous voulez avoir une obéissance qui est très rapide, que le chien prend de la distance, plus on va utiliser les motivations. Si on veut un chien qui est un peu plus ralenti, plus smooth, on peut utiliser la laisse à ce moment-là. On peut faire un combo des deux aussi. Euh, mais encore là, souvent dans la maison, on veut quand même une remise au calme. Donc, je ramène avec la communication en laisse. Je crois que c'est pas mal la réponse que je pourrais donner. Mais sinon, on peut s'adapter à votre chien aussi selon l'objectif que vous avez. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on parle pas en entraînement, mais tout dépend de l'objectif que vous avez avec votre chien. Parce qu'on va utiliser la méthode pour atteindre l'objectif. Tout à fait. On continue, là, on va être dans les questions plus spécifiques. J'ai noté vos noms, fait que je vais vous interpeller. Donc, Lisette qui nous demande, est-ce qu'un chien devrait avoir accès à des jouets en tout temps à la maison? En fait, c'est vraiment c'est votre choix. Euh, je sais que beaucoup de gens aiment beaucoup avoir un espèce de bac à jouets que le chien peut aller chercher des jouets, puis bon, au fur et à mesure, bon, jouer avec ça. La problématique que j'ai avec le coffre à jouets, c'est que si votre chien, par exemple, est super brillant, il va aller vous chercher le teddy, le petit ours en peluche. Après ça, il va aller chercher la balle. Après ça, il va aller chercher l'os. Il va vider le contenu complet du coffre à jouets pour avoir votre attention. Et là, ce qui arrive, c'est que votre chien est un animal très persistant et endurant, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, vous risquerez de flancher. Donc, si vous avez flanché, je ne sais pas, moi, sur la balle, le chien, la prochaine fois, il risquerait de vous apporter la balle, de vous apporter le teddy, d'essayer jusqu'à temps que vous flanchez. Il faut savoir qu'à toutes les fois que votre chien arrive avec un jouet et que ça fonctionne pas, ça pourrait augmenter la frustration. Donc, ça fait en sorte que votre chien peut devenir tout simplement frustré de ne jamais obtenir votre attention. Donc, moi, je me dis, pourquoi conserver quelque chose dans la maison qu'on le sait qu'on ne jouera pas dans la maison? Donc, faites juste le ranger. Vous pouvez laisser un os d'un truc à gruger. L'autre aspect aussi, c'est qu'on aime ça pouvoir calmer le mental du chien. Donc, on veut un chien qui est capable de pouvoir apprendre à rien faire. Donc, des fois, quand la distraction est dans la maison, comme le coffre à jouets, vous faites juste vous compliquer la vie. Fait qu'on enlève les renforçateurs qui pourraient nous nuire au départ pour faciliter, en fait, l'apprentissage. Fait que des fois, on retire le coffre à jouets aussi. Donc, c'est vraiment les deux grandes raisons du pourquoi qu'on retire le coffre à jouets. Euh, Tout simplement parce qu'on veut pas que le chien, un, build de la frustration et deux, que ça serve de distraction puis qu'on ait de la difficulté. De toute façon, quand vous jouez avec vos chiens, vous utilisez seulement un seul jouet souvent. Puis c'est celle-là qu'on va vous demander de cacher pour que ce soit une ressource inestimable qui est vraiment là juste avec vous. Pensez juste à vos enfants là, avec le ballon de soccer. Le ballon de soccer, il est pas dans la maison. Le ballon de soccer, il est dehors. Euh, c'est idéal comme ça si vous voulez garder votre dedans de maison, là. Donc, c'est un peu le même principe. Surtout avec les grands chiens, là, ça brise rapidement un plancher, puis même un environnement tout court où est-ce qu'il pourrait se blesser aussi là, à ce moment-là. Parfait. Ensuite, on a Anaëlle qui nous pose deux questions. Puis je me souviens de ton cas, Anaëlle. Je sais que je t'ai parlé sur Facebook. Fait que je sais pas si t'es encore là, mais je me souviens de toi, qui est un bulldog français. Elle nous pose deux questions, en fait. Elle travaille au harnais, car son chien a des hernies discales. OK. Puis, e-collar. Euh, Question e-collar, elle n'est pas capable de trouver son plancher. Comment faire pour le trouver? Puis, au niveau de la communication en laisse pour un chien qui ne peut pas avoir d'outils qui sont dans le cou, comment qu'on peut fonctionner? C'est drôle, hein? Moi, j'aurais tendance quand même à vouloir communiquer avec le collier. Par contre, je me mettrais dans des situations où est-ce qu'il n'y aurait pas de risque d'avoir de coups dans le cou, quoi que ce soit. J'aurais tendance aussi à travailler parce que le e-collar, c'est vraiment pratique, mais si le chien apprend à l'ignorer, ça peut devenir une très grosse problématique. Euh, donc, j'aurais tendance à y aller vers ça. Des fois, on peut utiliser le harnais attaché à des environnements différents. Fait que ça aussi, ça peut aider, mais encore là, je ferai attention. Je pense que j'aurais tendance à communiquer doucement, moi, avec la laisse. Ok, parfait. Ensuite, on a plusieurs questions par rapport à la réactivité, là, puis je vais ramasser ça comme dans une grosse question, là. On a de la réactivité envers les enfants, qui a Ouais, Ariane qui nous demande comment qu'on fonctionne avec ça, des enfants qui bougent vite. ouais. On a une question aussi sur est-ce qu'il faut arrêter de se mettre dans des situations comme aller marcher quand notre chien est réactif. Puis aussi, on avait... je pense que ça fait le tour. Ah oui, quoi faire si notre chien tombe en réaction malgré tout ce qu'on a comme outil? Qu'est-ce qu'on fait s'il tombe dans une grosse réaction? Ouais. Il y a toujours le mode gestion. Donc, je suis dans une situation problématique. Mon chien est parti en vrille. J'ai été trop proche, whatever, de la situation qui est arrivée. Mais c'est sûr que là, on est un peu en mode je gère du mieux que je peux. Souvent, on a tendance à faire rasseoir le chien. On va s'éloigner de la situation. On veut essayer de diminuer au maximum la réaction.
Il n'y a pas de remède miracle à ce moment-là, là. Ça va avoir l'air tout croche. Fait que souvent, moi, je vais ramener le chien en assis, qui est la position, je pense qu'on a le plus de contrôle en général. C'est beaucoup plus facile de gérer. Mais dans un monde idéal, il faut essayer d'éviter de se mettre dans ces situations-là. Le classique qu'on voit tout le temps, c'est les gens veulent me montrer quand leur chien est réactif. Mais à toutes les fois que ton chien est réactif puis qu'il gagne, parce que tu as des chiens qui sont réactifs parce que l'environnement le rapporte, par exemple, la personne s'en va parce que mon chien est réactif, ou bien il y a tout simplement le chien qui aime être réactif et qui se renforce lui-même parce qu'il aime ça se battre ou parce qu'il aime ça, tu sais, confronter des situations. Fait que confronter une situation dans le sens où est-ce qu'il est plus dans le territoire. Donc, c'est sûr que quand on a un chien qui est réactif, le but ultime, c'est de ne pas se mettre dans une position où est-ce que le chien va être en haut de la réactivité, c'est-à-dire le kick d'adrénaline, le kick des émotions, le chien sent plus rien. Donc là, il n'y a plus un outil qui fonctionne, il n'y a plus de son, plus d'image, qu'on appelle. Ben là, c'est sûr que c'est une situation qui est pas idéale. Fait que si on fait ça à répétition, par exemple, vous allez marcher, et puis votre chien fait ça tout le long, ben, vous n'êtes pas dans un mode apprentissage, votre chien est juste en mode stress tout le long. Donc, on est mieux de recommencer à la base, d'aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi le niveau? Est-ce que c'est la distance? Est-ce que c'est le type de chien qui fait réagir mon chien? Est-ce que c'est le type de personne? Est-ce que c'est, tu sais, on est mieux d'aller voir tout ça, là, avant d'aller voir d'autres choses, là. Ouais. Parfait. Il en reste, je pense, trois ou quatre. On a Josiane qui nous demande qu'est-ce qu'on pense de la médication dans le cas d'un chien qui est très anxieux. C'est une excellente question. C'est une question que je me fais poser quand même souvent. Honnêtement, je suis pas la pro de la médication. Même à la limite, je ne suis pas du tout d'accord avec la majorité des chiens qui vont être sous médication. La raison est simple, en fait, c'est que souvent les gens vont pas nécessairement appliquer la structure puis mettre un environnement qui est adéquat. Donc, s'il y en a qui n'ont pas vu la newsletter, là, donc l'infolette, c'était exactement sur ce sujet-là aujourd'hui, qui m'a inspirée. Parce que l'anxiété, souvent, c'est une petite bébite qui peut être tout simplement un système d'alarme qui dit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, oui, on peut médicamenter quand c'est vraiment une très grosse difficulté pour s'aider, pour accélérer le processus, mais personnellement, j'aime mieux me baser sur l'aspect environnemental qui fait en sorte que mon corps, tu sais, il part en vrille. Pourquoi que mon chien tombe dans l'anxiété? Et l'autre chose aussi, c'est que tous les comportements, c'est donc rendu de l'anxiété. Mais des fois, ça peut juste être un chien aussi. Ça peut être un chien qui a d'autres problèmes que l'anxiété. Donc, je trouve que l'anxiété a vraiment le dos large. Je trouve que la médication aussi est vraiment facile et accessible. Et à mon avis, j'aime mieux passer au travers d'un programme d'entraînement avant. Et si jamais je prends un plateau, X raison que ce soit, le chien est vraiment dans de l'anxiété après l'entraînement qui a été fait, la structure qui a été faite, ben là, à ce moment-là, je pourrais me diriger vers la médication, mais c'est jamais pour moi un premier recours. Je vais toujours aller travailler à d'autres niveaux à ce moment-là. Mm. On a Julie qui nous demande où recommencer avec un berger allemand qui a énormément de réactivité. Elle nous demande en fait, est-ce qu'il faut repasser par la maternelle pour un chien qui est adulte? Ah, On en... c'est tellement une bonne question. D'ailleurs, j'adore les berges allemands. C'est sûrement ma plus grande clientèle et j'en suis Race de fan. cœur à Joanie. Je pense que j'en suis fan parce que souvent dans plusieurs écoles d'entraînement, ils savent pas trop quoi faire avec. C'est des chèques qui sont extrêmement intenses. Fait que des fois, le show de boucan est un peu hype. Les dents arrivent vite aussi. En fait, si on veut commencer pour de la réactivité, si on est à Sherbrooke, on peut commencer avec le camp des recrues si on veut aller plus vers le format cours de groupe. Mais sinon, je dirais que vraiment le format consultation est l'idéal. On fait de la consultation en ligne s'il y en a qui veulent. Moi, j'en fais aussi en journée. Donc, si jamais il y en a qui veulent avoir une consultation, ça va me faire plaisir. Puis, dans le fond, c'est ça. On va commencer à la base. Fait que c'est pas un bébé chien. C'est un chien adulte qui a un historique, contrairement aux chiens qui vont à la maternelle. Ils n'ont pas vraiment d'historique. Donc, on faut considérer tout ça. Ensuite, on va aller, ben c'est ça, on va aller bâtir tranquillement des fondations, une fondation de relations, surtout avec le berger allemand. Puis par la suite, on va aller structurer tout ça là, au fur et à mesure. Fait que non, pas nécessaire de commencer avec la maternelle. On fait vraiment un petit plan de match pour le chien unique. Parce que même si c'est un berger allemand, ils ont toutes des personnalités un peu différentes, ce qui les rend vraiment un peu différents chacun, puis on va s'ajuster. Ce qui est vraiment l'aspect de la consultation, c'est vraiment la personnalisation à votre chien, mais aussi à vous comme personnalité entière aussi, là. C'est vraiment votre équipe qu'on travaille quand on travaille en consultation. Donc, j'irais plus à ce niveau-là pour un berger allemand qui est extrêmement réactif. Aussi, moins de chances de perte de contrôle parce que pas le cours de groupe, des fois, c'est déjà peut-être un environnement qui est très intense. Fait que des fois, commencer un peu plus loin. Ça veut pas dire que plus tard, vous n'allez pas embarquer dans le cours de groupe justement pour vous challenger. Mais pour le moment, des fois, en consultation, c'est rassurant.
On est là pour vous aider si jamais il y a quoi que ce soit. On vous met pas dans des situations où est-ce que vous perdez entièrement le contrôle. Parce que de toute manière, là, toutes les fois que votre chien perd le contrôle, on est juste en train de nuire à l'entraînement. Donc, on essaie toujours de travailler dans le sweet spot de, il le voit, il est pas sûr, mais où je suis encore capable de faire changer d'idée. Au moment où est-ce qu'il est parti, là, le changement d'idée, ça va être plus difficile. Mm. Parfait. Puis dernière question avant de continuer vers la partie sur le métier. On a Audrey qui nous pose une excellente question, sérieusement, j'adore. Elle nous demande dans le fond, son chien est excité quand il va dans des nouveaux environnements. Quand elle a des Mm. réussites, le chien réussit à se calmer un peu, est-ce que c'est mieux de récompenser ou de quitter l'environnement? Ouh. En fait, pour moi, euh, ce n'est pas de l'excitation. Je me doutais, Euh, j'aurais pu gager. c'est quoi? J'aurais pu gager que ce serait ça ta réponse. Ouais, c'est ça. C'est pas de l'excitation, en fait, c'est que le chien se désorganise dans l'environnement. Donc, pour moi, c'est beaucoup d'informations. Un chien qui est pas capable de rester en place, là, qui est vraiment super dans l'excitation. Euh, euh, J'attends longtemps. Plus le Mhm. chien est excité, plus je vais attendre longtemps parce que c'est vraiment difficile d'aller isoler vraiment le calme. Puis je vais vous donner un exemple. Si moi j'arrive dans une situation où est-ce que je vais chez le dentiste, j'ai ça aller chez le dentiste, puis que je commence à bouger, puis à pas me gérer, ben même si je fais un ça va bien aller. Je vais recommencer après. Fait que ça va être Ouais. dur Ouais, ouais. d'aller saisir ce moment-là. Fait que il faut vraiment rester là longtemps. Plus le chien est désorganisé, plus faut vraiment aller s'assurer que c'est enregistré. Puis moi, c'est vraiment ça qui a fait la différence. Puis commencer beaucoup plus loin. Des fois, Ouais. le corps a besoin de temps pour enregistrer l'information. Puis il a vraiment besoin de faire comme, OK, il va vraiment rien se passer. OK, finalement, ah, mais là, il y a quelqu'un. Ah, OK, non, il se passe rien. OK, il y a quelqu'un, mais il se passe rien. Puis c'est cette réponse-là qui fait en sorte qu'au fur et à mesure, le chien finit par être correct. Donc, on se met vraiment dans des endroits sécuritaires. Le temps. Je vous jure, là, on sous-estime une bonne demi-heure de assis reste dans un stationnement à rien faire. Je vous jure que ça change tout. Puis même de commencer juste dans la voiture, de faire comme tu restes dans l'auto, tu te couches là, puis tu relaxes, puis tu regardes le trafic. Parce que la voiture, c'est un endroit sécurisant. Le chien a juste à regarder en avant. Tout le reste est sécurisé. Il n'y a personne qui va arriver par en arrière. Donc, ça lui donne ça de moins à checker. Fait que des fois, juste ça, ça fait la différence. Mm. Ouais, puis moi, j'ajouterais même pour avoir fait ce travail-là exactement avec mon chien à moi, là, ce que moi a fait la différence, qui est un conseil de Joanie, évidemment, c'est de retourner toujours au même endroit. Puis que quand cet endroit-là serait finalement rendu vraiment calme, là, on changerait d'environnement pour vraiment Mm. venir donner de la prévisibilité, en fait, là, au chien. Puis Ouais, qu'il ait la chance de vraiment passer à travers son émotion complète avant de changer dans un nouvel environnement. Fait que ouais. comme je l'ai dit, c'est long, ça prend du temps, mais trust the process, pour vrai, c'est vraiment ça qui fait la plus grande différence. Ouais. Un autre truc aussi qu'on peut faire, c'est on peut vraiment amener le chien en mouvement. Fait que des fois, l'engagement, ça peut vraiment déstresser aussi le chien. Un chien qui bouge a plus de chances de se déstresser qu'un chien qui est assis. Donc, des fois, ça peut être ça aussi. Tu sais, je parlais de rester dans l'auto, ça peut être une des pratiques, mais n'hésitez pas à ressortir le chien de la voiture pour le laisser secouer, bouger, éliminer, dans le fond, son stress. Euh, Puis là, je cherche le nom que j'avais, là, parce qu'aujourd'hui, j'écoutais un podcast, c'était tellement cool, puis c'était exactement ce qu'il expliquait. C'était pas un podcast de chien, by the way, mais c'était vraiment intéressant, puis c'était un peu ce qu'il disait, c'est que c'était vraiment important que tes émotions, on puisse les éliminer. Donc, Ouais. c'est une décharge émotionnelle, beaucoup plus que des signaux d'apaisement. C'est pour ça que moi, j'ai autant de difficultés avec ce terme-là, on dirait que ça rentre pas dans la tête. C'est vraiment une décharge émotionnelle. Donc, souvent, la décharge, c'est vraiment associé à je me secoue, tout simplement. Puis une fois que le chien s'est secoué, il est comme, ah, OK. Mais ça veut pas dire qu'il va pas repartir en vrille, mais au moins, il est capable d'enlever un peu de stress qui a pour but de ramener le chien, en fait, son corps au neutre. Encore là, dépense d'énergie versus ce que ça rapporte. Donc, si on est trop stressé puis qu'il n'y a jamais de lion qui court après nous, pourquoi tu es encore en train de penser qu'il y a un lion qui va courir après toi? Donc, c'est vraiment ça qu'on veut. On veut vraiment aller créer des alternances entre je travaille avec du stress, avec un peu de résilience, avec des décharges émotionnelles, c'est-à-dire que tu peux te secouer, faire d'autres choses. Et on alterne comme ça au niveau de l'entraînement, c'est ce qui va faire en sorte qu'on a le meilleur résultat. Mais pour en arriver là, faut vraiment convaincre le chien qui arrive à rien. Parfait. Il nous reste une petite question à répondre. Ça va être la dernière qu'on va prendre pour l'instant. On aura une deuxième période de questions à la fin pour ceux qui en ont encore. On a un spectateur anonyme qui nous demande que faire lorsque mon chien est excité en auto, il pleure et fait beaucoup d'anticipation. Oui, l'anticipation, c'est une petite bébête qui est vraiment intéressante parce que ça te permet d'avoir une certaine prévisibilité. Par contre, j'ai toujours plein de questions quand les gens me disent que le chien est excitant en auto. Un, qu'est-ce qu'on fait avec la voiture? Est-ce qu'on va au parc canin? Est-ce qu'on va toujours dans le même environnement? Est-ce qu'on va jouer avec d'autres chiens? Est-ce qu'on va, tu sais, toutes ces réponses.
C'est pas rare que je vais essayer d'aller couper cette prévisibilité-là. Donc, le chien fait juste de la voiture pour revenir à la maison. Donc, c'est vraiment plate. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est travailler du coucher-reste dans la maison pour après ça aller l'introduire dans la voiture. Parce que je vais essayer de faire ce cours, ça remonte, je te le promets. Les chiens n'ont pas la capacité de pouvoir se dire que ce comportement-là ne leur rapporte pas. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quand le chien part en vrille dans l'anxiété, ça prend quelque chose qui va le ramener. Puis souvent, ce qui va le ramener, c'est de l'obéissance qu'on a déjà faite avant ou de le guider dans quelque chose. Donc, je vais le guider avec la laisse vers un coucher, je vais l'amener à être récompensé ou je vais changer l'émotion par rapport à la voiture. Mais c'est vraiment un processus qui est quand même très long. Donc, pour accélérer le processus, on doit bâtir tout ça avant et non pas arriver tout bonnement, on essaie dans voiture. Donc, on travaille déjà du couche-reste, on travaille déjà de la communication à l'aise, on travaille plein de choses en dehors qu'on va aller mettre dans la voiture, ce qui va faire en sorte que le chien va avoir plus tendance à régulariser son excitation. Et aussi, ce qui est pas rare, c'est que le chien a souvent beaucoup de difficultés à gérer ce trop-plein-là dans d'autres sphères de la vie. Fait que ça, on est capable de gérer en dehors. Parce que la voiture, on a quand même la contrainte qu'il faut chauffer le véhicule. Donc, il faut conduire. Puis ça devient dangereux de gérer le chien à ce moment-là. Fait que ça peut être une alternative, introduction de la cage, mais j'en parle pas parce que souvent les gens ils ont une petite voiture où la cage rentre pas. Fait que souvent le chien est couché sur le siège en arrière puis il fait les 100 pas de gauche à droite. Donc on doit cesser ce comportement-là. Mais pour ça, ça prend un contrôle sur le chien avant de l'amener dans la voiture. Pas pire Parfait. comme réponse. Parfait. Fait que ça fait le tour pour vos questions. Comme je vous dis, si jamais il y en a d'autres, posez-les dans le chat ou dans les questions-réponses. On fera une deuxième période à la fin pour pouvoir rentrer dans la partie sur le métier. Yes! Donc, le métier de spécialiste est le plus beau métier du monde. Évidemment, je prêche pour ma paroisse. C'est un métier que je pratique depuis 2011 maintenant, que j'ai encore envie de partager avec le plus de gens possible. Par contre, évidemment, ce n'est pas fait pour tout le monde de faire le métier d'entraîneur de chien. Ça demande quand même beaucoup de d'aptitude en soi, dont en partie la patience. Mais pas juste la patience envers les chiens, la patience envers les gens aussi, hein, parce que c'est un métier qu'on travaille directement. Par contre, souvent, on va parler de la formation de spécialiste comme étant quelque chose où est-ce qu'on devient un coach. Mais il y a aussi la possibilité de faire la formation de spécialiste tout simplement pour apprendre du domaine canin. Donc, on n'est pas obligé de faire la formation strictement dans un but de devenir un éducateur pour monsieur, madame, tout le monde. On pourrait l'utiliser si vous avez une pension canine, si vous travaillez, par exemple, vous êtes technicien en santé animale, vous aimeriez avoir plus de bagages pour aider vos clients. Vous travaillez en boutique, vous avez une pension canine que nous, on recommande beaucoup. Les gens, ils travaillent avec les chiens. C'est important d'être qualifié. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment pour nous un métier qui, oui, va aider l'humain, mais qui est aussi d'enseigner aussi des méthodes d'entraînement qui sont claires, adaptées et respectueuses. La façon que moi j'enseigne les méthodes, c'est vraiment important de les voir de façon objective. Donc, il n'y a pas d'émotion derrière de dire que tu dois faire ça, puis avoir un discours qui est culpabilisant. Il n'est pas question d'aller là-dedans. Pour moi, tout est une question de cause à effet. Il y a toujours deux côtés à la médaille. Donc, pour moi, c'est vraiment important de pouvoir aller jouer des deux côtés. Donc, dire, ben, regarde, si tu t'en vas comme ça risquerait de donner ça comme résultat. Si tu vas comme ça va tomber comme ça. Guider les familles au travers leurs défis au quotidien. Donc, ça fait partie aussi d'une chose que le métier va faire. Nous, dans notre métier, on fait ça, je fais ça à temps plein. Je fais ça à temps plein depuis 2015 maintenant. Donc, ça fait officiellement 10 ans que je fais ça à temps plein. C'est complètement fou. On dirait que je viens de le réaliser. J'ai travaillé extrêmement fort pour essayer d'aller développer le plus possible une couleur unique à Division Canine. Une couleur qui est basée sur des valeurs, qui est vraiment de grandir tout le monde ensemble, respecter son prochain, autant le chien que l'humain, respecter chaque individu dans leur processus aussi de grandir, de pouvoir être en mesure de pouvoir appliquer des techniques sur le chien qui est toujours le plus possible à mettre le chien confortable à long terme, mais d'avoir des résultats aussi. Donc, il n'y a pas personne qui est négligé dans tout ça. C'est pas juste une histoire, le chien doit être confortable, puis toi, on se fout un peu de comment on se sent. Donc, c'est vraiment d'aller chercher tout ça ensemble. Donc, il y a un volet de la formation qui est vraiment plus comportement. Puis on offre aussi un volet plus business maintenant, parce que je trouve ça important de pouvoir suivre les gens aussi dans leur développement personnel au niveau de la business. Donc, c'est vraiment deux volets différents. Aujourd'hui, on parle vraiment plus au niveau de la formation de spécialistes, qui est vraiment le comportement.
Moi, j'ai une formation en éthologie. J'ai aussi une formation en comportement puis aussi en collier électrostatique. J'additionne les formations au fur et à mesure. À chaque année, je me forme sur des sujets différents. Je vais voir des approches qui sont différentes. Pour moi, l'ouverture d'esprit dans le domaine canin, c'est vraiment important parce que ça me permet de juste mieux outiller mon client. Donc, c'est sûr que s'il y a bien quelque chose qui nous différencie des autres, c'est vraiment notre désir qui est plus fort de tout d'aider tout le monde, d'aider chaque chien, mais aussi chaque individu à avoir une vie qui est saine avec leur chien, que c'est pas obligé d'être compliqué et stressant tout le temps. Fait que de pouvoir atteindre leur objectif. Puis regardez, là, on suit les gens pendant 6 semaines, pendant 12 semaines. Dans le programme Optimum, on a suivi Marilyn pendant 6 mois et les 12 autres personnes aussi pendant 6 mois. Puis la formation de spécialiste, c'est dans le même sens. On veut une formation qui est interactive. Donc, à partir de cette année, la formation est offerte en direct. Donc, je me permets de pouvoir aller réenseigner aux gens comme ça, comme on se fait ce soir. Donc, de pouvoir donner plus de bagages, de pouvoir aussi donner de l'expérience, du feedback, répondre aux questions. Donc, je trouve que c'est un peu plus humain aussi au travers de ça. Puis, il y a aussi un aspect qui est pratique. On a toujours la semaine des spécialistes, qui est la semaine la plus populaire que vous allez entendre parler si vous faites partie de la gang. C'est une semaine de fou qu'on est là de 9 à 5 toute la semaine. C'est en mois de mai. Puis on se remet toute la gang ensemble. On jase, on discute de chiens. C'est tous des passionnés du domaine canin dans différents niveaux. Il y en a qui font de la zoothérapie, donc qui font du toilettage, donc qui ont une passion pour chiens, donc qui sont éleveurs. Puis on assoit tout ce beau monde-là ensemble pendant une semaine. Puis moi, mon but, c'est de vous enseigner puis de mettre en pratique ce que vous avez appris en théorie. Puis à chaque année, ce que je fais, c'est que je vous évalue au début quand vous arrivez, puis je me dis, bon, ben, avec quoi je pourrais challenger cet individu-là cette semaine, euh, en évitant de la faire pleurer. Idéalement, j'essaye fort. Et de pouvoir la challenger, puis de l'amener justement à un autre niveau, de pouvoir catcher, de sortir quelque chose de cette semaine-là. Puis moi, c'est vraiment important parce qu'on se voit à chaque année. Donc, nous, les gens qui font la formation de spécialistes, ils peuvent revenir à chaque année puis aider les gens qui commencent. Pour moi, d'avoir un système d'entraide comme ça qui permet vraiment à chaque personne de pouvoir se développer puis de grandir tout le monde ensemble puis de sans jugement, ça permet vraiment beaucoup, beaucoup de bagages. Ça permet aussi de ne pas se sentir seul parce que c'est un des métiers où est-ce que je crois qu'on se sent le plus seul. Chacun de notre côté, avec nos petites méthodes, à pas parler avec personne. Donc, c'est un parcours qui est structuré sur 7 mois. C'est un cours qui est en ligne. Donc, si les gens travaillent encore, tant mieux. Je recommande fortement que les gens qui ont déjà un travail de pouvoir faire la formation en même temps. Si vous n'êtes pas disponible le soir, ben à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est disponible en rediffusion. Fait que c'est pas grave si vous le manquez. Donc, ça permet une flexibilité à tout le monde aussi. Pourquoi je dis que c'est préférable si vous avez déjà un travail? C'est tout simplement d'enlever le stress financier de vouloir vous trouver des clients, tout ça, tout de suite. Puis ça vous permet vraiment de pouvoir vous concentrer sans avoir le stress. Donc, c'est vraiment pour ça. Ensuite, on a aussi l'option là, pour se lancer pro à ce moment-là. Donc, on a 7 mois, on a 24 rencontres en direct, on a une semaine pratique de fou qu'on a assez hâte à toutes les années. Puis même ceux qui l'ont déjà fait, ils ont encore plus hâte. On a 5 blocs qui comprend l'animal, les émotions, le comportement, la communication canine, comprendre le chiot, l'humain et son impact. Et tout ça n'est pas pour but de vous faire culpabiliser. C'est pas pour but non plus de vous mettre des mots dans la bouche. Pour moi, c'est important que chaque personne qui vient de suivre la formation développe leur propre couleur. Quand je dis leur propre couleur, c'est vraiment dans un but que si tu es quelqu'un qui n'a pas envie de travailler avec le renforcement négatif pour extraire que ce soit, tu n'es pas à l'aise avec la correction, ben, tu sais qu'elle existe, mais tu le sais que tu n'es pas à l'aise, ben, c'est pas grave. Je vais pas, on va travailler autrement, je vais te donner d'autres pistes de solutions, mais sache que ça va donner tel résultat. Fait qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de méthode mise dans la bouche. C'est vraiment, on apprend le chien comme il est. Puis après ça, tout le monde doit apprendre à réfléchir. Fait que moi, c'est ça mon trip de la formation de spécialiste, c'est de faire réfléchir les gens, de les faire penser différemment, de les amener à être autonomes aussi dans leur réflexion. Puis que s'ils ont besoin d'aide, ben moi, je reste disponible parce que je suis pas capable de m'enfuir. Fait que si vous avez des questions, ben je réponds tout le temps. Puis j'aime ça aussi débriefer là, par la suite pour les gens qui ont des problématiques. Fait que si vous êtes des spécialistes déjà en comportement, j'offre aussi des études de cas ou tu sais, des trucs comme ça qu'on va pouvoir faire ou tout le côté business pour vous aider à monter votre clientèle. Euh, Ça va faire partie des trucs en 2026 qu'on va pouvoir offrir, puis même maintenant pour ceux qui le veulent. Donc, la formation commence le 14 octobre pour ceux qui veulent s'inscrire avec nous. Je vais laisser Sarah Maud pour les témoignages. Est-ce que tu voulais les lire ou est-ce qu'on les laissait juste à l'écran?
On va juste les laisser à l'écran, puis je vais rendre aussi la présentation PowerPoint potentiellement disponible là, pour que vous puissiez les voir. En gros, vous pouvez lire là, rapidement. C'est vraiment des gens qui ont fait la formation finalement. Il y en a 4 qu'on a mis dans notre présentation. 4 personnes qui ont suivi la formation à différentes années, puis qui sont venues faire aussi la semaine des spécialistes. On s'est toutes rencontrées au final. Alicia qui l'a fait en 2021, elle a une super belle histoire là, de réussite avec son chien. Ben, c'est plus son chien, là, c'est Yuki dans le fond qui s'appelle. La formation elle, a pu l'aider finalement à réhabiliter ce chien-là, puis en faire un chien qui travaille maintenant là, dans des opérations de détection, puis tout ça maintenant. Donc, c'est vraiment super intéressant. Tu peux changer de slide. Je sais pas c'est qui j'ai mis après, c'est comme une surprise. Ah, on a la Yes, belle Gabrielle, qui je pense oui, est encore là, qui nous a posé une question sur son husky qu'on voit sur cette photo, yes. qui a eu elle aussi une super belle semaine avec nous, on ose espérer. Mais c'est ça, dans le fond, c'est tous des témoignages de gens qui ont fait la formation avec nous, puis qui ont eu des belles expériences. On aime ça penser que Joe donne une bonne formation puis que les gens ils ont du plaisir avec nous. On a ici Stéphanie puis Summit. Donc Stéphanie qui a une pension, elle, puis qui fait aussi du comportement canin. Puis Gabrielle aussi travaille dans une, tu me corrigeras si je me trompe, Gab, mais je pense que tu travailles dans une pension toi aussi puis que tu fais de la consultation en même temps. Mm. Puis on a Pascal, dans le fond, la dernière slide qui lui aussi, dans le fond, là, s'est embarqué là-dedans pour travailler avec les chiens. Pascal qui a du chien de chasse et qui entraîne du chien de chasse. Donc, tous des gens qui ont des backgrounds différents, puis maintenant des occupations différentes aussi. Fait que c'est juste pour vous montrer un peu à quel point ça peut être versatile finalement. Puis sérieusement, tu sais, Gab, tu me diras dans le chat, parce que je vois que tu es active, là, à quel point qu'on a du fun pendant la semaine de spécialistes. Sérieusement, c'est fou comment qu'on en apprend. Puis c'est vraiment un moment d'échange entre plein de monde, de plein de backgrounds, puis qui ont toutes plein d'occupations différentes. C'est vraiment, vraiment plaisant, là. C'est vraiment une semaine pour moi aussi. C'est une grosse semaine pour moi, mais c'est vraiment une des semaines que j'ai le plus de plaisir parce que en tant qu'entraîneur, quand on travaille avec monsieur, madame, tout le monde, on travaille toujours un peu dans les bases, dans les fondations. Puis quand on arrive dans la formation de spécialiste, ben là, il faut vraiment que je sorte mon bagage. Donc là, c'est toutes mes lectures, tout ce que j'apprends, les questions, la stratégie derrière. Puis souvent, quand on suit des formations, moi, j'aime ça que les gens soient curieux. Parce que quand ils sont curieux, ça veut dire qu'ils ont de l'intérêt. Sauf qu'il y a des fois, dans certains cas, on arrive face à un entraîneur qui va peut-être être porté dans le jugement ou se sentir attaqué. Fait que moi, j'ai dû travailler un petit peu à ce niveau-là au travers des années de me dire la personne, elle est curieuse, elle a besoin d'avoir plus d'informations. Si t'as pas l'information, ben va la chercher. Depuis 2021, maintenant qu'on donne la formation, puis je me cache pas que c'est vraiment une formation qui a été en évolution, qu'on a adapté, qu'on a changé, qu'on a modifié. Mais s'il y a bien quelque chose qui est resté, c'est vraiment le groupe, toute la gang ensemble, le groupe sur Facebook, que les gens peuvent mettre des études de cas. S'ils ont des questions, ils peuvent écrire. S'il y a des situations qui sont problématiques, ils peuvent écrire également. Donc, c'est vraiment une belle plateforme pour pouvoir avoir quelqu'un avec vous. Fait que toute la solitude qui vient avec le monde canin, que ce soit dans n'importe quel domaine, surtout dans le domaine du comportement, pour être bien honnête, c'est un peu ça que je voulais faire. Je voulais l'enlever. Puis moi, j'ai été inspirée parce que quand j'ai fait ma formation au niveau du collier électrostatique avec Bart Perrin au Missouri, je partais une semaine avec des gens de partout dans le monde. Ça m'a vraiment amené à comprendre un peu des réalités qui sont différentes, des gens de New York, des gens qui, tu sais, qui sont Seattle. C'est des gens qui ont pas toute la même réalité que moi ici dans mon coin de pays, dans la campagne. Puis en même temps, ben, ça m'a permis aussi des gens de l'Allemagne, tu sais, des gens de France qui ont vraiment une réalité différente de pouvoir comprendre. Fait que maintenant, je peux offrir ce bagage-là, puis ça me donne des alternatives dans ma boîte à outils aussi pour le futur. Fait que pour moi, c'est juste un plus, puis c'est un peu ce que je veux apporter ici au Québec. On a tout un métier qui, habituellement, on est tous passionnés, puis on a tous la même mission, qui est d'aider le chien, mais aussi d'aider le client, je l'espère. Peut-être pas au début on est plus pour le chien, puis tranquillement, on finit par comprendre qu'on tripe autant sur l'humain que sur le chien. En tout cas, si vous l'êtes pas, je vais vous montrer à l'aide. En fait, c'est ça. C'est juste de pouvoir grandir le métier puis de pouvoir en faire quelque chose de, de plus que ce que que ce que c'était. C'est-à-dire, t'entraînes un chien dans le fond de ta cour puis t'es plus ou moins connu puis c'est du bouche à oreille. Mais là, de pouvoir faire en sorte qu'on est des gens, on est sérieux dans nos démarches. Moi, j'arrête pas de me former puis je trouve ça important. Ce qui m'amène aussi à dire que les gens qui ont déjà des formations dans le domaine, je sais que ça coûte cher. Je le sais parce que ça m'a coûté très cher. Mais je continue encore parce que ça me coûte cher. Mais pour moi, c'est important de juste continuer à grandir là-dedans aussi.
C'est pas parce que tu viens d'une autre formation que t'as pas le droit de t'inscrire. Nous, on est comme, viens, on va t'apprendre d'autres choses. Peut-être qu'on va te challenger sur d'autres techniques. Peut-être qu'on va t'apprendre, mais tu seras pas dans le jugement. On veut apprendre justement de où tu viens, puis peut-être que nous, on va décoder d'autres choses. Fait que des fois, il y a peut-être des gens qui sont gênés un peu à ce niveau-là. Moi, je viens d'une autre école qui est strictement renforcement positif. Peut-être que tu t'es fait culpabiliser de penser autrement. Ben, chez nous, tu ne seras pas culpabilisé, là. Ça nous fait plaisir de te recevoir, peu importe quelle formation tu as faite avant ça. Puis moi, en fait, ça m'a juste tellement aidé de pouvoir faire plusieurs formations, puis d'en apprendre plus, d'augmenter mon budget de formation un peu plus, puis d'être reçue. Même si j'avais d'autres formations, ça m'a vraiment fait du bien. Fait que le seule mission qu'on a derrière la formation de spécialiste, c'est vraiment d'élever le niveau des entraîneurs, des amener à réfléchir, puis de voir le métier d'entraîneur différemment. C'est-à-dire qu'on a toute notre couleur là-dedans, puis on se respecte tous et chacun au travers de tout ça, selon nos petits hobbies, nos précisions dans lesquelles on veut s'en aller par la suite. Donc, ce soir, c'est spécial. En fait, on vous offre jusqu'au 7 octobre un 500 $ de rabais sur la formation de spécialiste. Donc, s'il y en a qui ont envie de s'inscrire, vous avez 7 jours. Prenez le temps d'y réfléchir. C'est pas une décision à prendre à la légère, à mon avis, à moi. On veut que vous preniez le temps. C'est pour ça qu'on vous a donné tu sais, jusqu'au 7 octobre. C'est le genre de formation que quand vous embarquez, ben après ça, tu sais, vous êtes pogné avec moi pendant les 7 prochains mois. Puis pendant la prochaine année et demie quasiment, même à travailler ensemble. Puis c'est le genre de trucs en fait qu'on peut s'offrir juste pour augmenter le niveau. Donc, prenez le temps d'y réfléchir, de penser, de placer vos choses. Vous avez un 500 $ de rabais. Vous allez recevoir par courriel toutes les informations. Donc, faites-vous-en pas, là, Sarah, elle vous a tout géré ça. Donc, petit truc que Sarah a ajouté, je trouve tellement que c'est brillant. La formation n'est pas pour vous si vous cherchez une solution rapide sans engagement personnel. La formation n'est pas pour vous non plus si vous préférez rester dans vos certitudes plutôt que d'explorer d'autres perspectives. Parce que je vous avoue que je vous challenge quand même beaucoup. Mais je vous challenge pas de façon à ce que je vous remets en question sur qui vous êtes. Je vais vous challenger sur des potentielles hypothèses. Moi, je fonctionne comme ça. Il y a des hypothèses. Il n'y a pas nécessairement une certitude. La certitude va se bâtir au fur et à mesure qu'on va faire des exercices. Donc, des fois, ça, c'est certaines personnes qui vont avoir plus de difficultés avec ce niveau-là. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, j'aime faire. Ensuite, vous n'êtes pas prêt à investir du temps et de l'énergie dans ce parcours. Parce que oui, effectivement, il y a des lectures à faire, il y a de la formation à regarder. Et il y a des bouts qui sont plus longs que d'autres, d'autres bouts qui sont plus passionnants que d'autres. Maintenant que je la donne en direct, ça va tout être passionnant, là, évidemment. Ensuite, ben, c'est sûr qu'il faut être prêt à se déplacer pendant une semaine. Donc, on prend congé, puis on va tous s'asseoir, toute la gang ensemble, là, les fous des chiens, puis on a du plaisir ensemble. Par contre, la formation, elle est pour vous si vous êtes curieux, rigoureux et prêt à apprendre avec humilité. Elle est aussi pour vous si vous souhaitez approfondir vos connaissances et développer des compétences qui sont solides, avec une vision du chien vraiment en forme d'entonnoir. C'est important de le mentionner. On part aussi par l'âge, puis tranquillement, on va aller préciser dans les troubles de comportement. Pour moi, c'est important de partir large, de comprendre avec quel animal on fonctionne, c'est quoi les patrons moteurs,